Merci beaucoup. Le Zénith de ce jour, nous allons commencer ce programme en vous invitant à rester toujours aussi fidèles et nombreux à travers le monde. Le Zénith est une émission d'utilité publique qui rend compte de toutes les aspérités de notre nation en essayant d'apporter notre part de contribution par la critique et la dénonciation, mais dans un sens constructif. Bienvenue donc encore. On va commencer par déplorer encore une fois le fait que sur le terrain de la préparation de la CAN 2019, on n'a pas toujours donné la pleine mesure du début effectif des préparatifs. On nous parle du démarrage des travaux au stade Mbappé-Lépée, qui est l'un des stades d'entraînement qui doivent être réhabilités, mais aussi on va davantage regretter le fait que de plus en plus, donc, il y ait la survenue d'incendies à travers nos marchés en l'absence d'un plan directeur aussi d'urbanisation sur la plupart des espaces marchands au Cameroun, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Nous y reviendrons. Bienvenue, bonjour à vous, Monsieur Charles Armel. Bonjour Sam Severango et bonjour à Madame Madeleine Tuenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous faites beaucoup de choses depuis plus de 10 ans pour retarder l'avancement de la recherche au Cameroun. Nous attendons le bilan. Vivement que vous le mettez ou alors vous faites comme en Europe, vous démissionnez. Très bien. En attendant que ceci intervienne, on va vous souhaiter la bienvenue. Meggy, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à tous les téléspectateurs du Zénith. C'est un plaisir. La revue des réseaux sociaux, toutes les actualités qui font jaser sur Internet, les réseaux Facebook, WhatsApp et autres. Tout à fait. Voilà. Bombok Benga, bonjour. Bonjour Sam Sévérin. Moi, je salue l'intellectuel guetteur d'avenir et éclaireur de conscience. Je parle là du professeur Famndongo. C'est lui qui a lancé ce concept en 2004 pour soutenir le président Biya avec l'intelligentsia camerounaise. Il vient d'innover, Sam. Il a nommé une panoplie de morts au poste de responsabilité dans nos universités. Le plus en vue, c'est le docteur Thierry Christophe. Il était chargé de cours et chef service de la scolarité à la faculté des sciences à l'université de Douala. Il est décédé en mars 2017. Il a été nommé hier chef service des programmes de la même université. Merci, monsieur le ministre, guetteur d'avenir. Bon, peut-être que cela lui a échappé, bon, on peut le comprendre, ou alors il n'était pas tout à fait concentré au moment d'apposer sa signature au bas de ce décret. Ça arrive assez régulièrement sous nos cieux où l'on ne fait pas toujours preuve de beaucoup de vigilance en matière de désignation des responsabilités. Voilà. Au passage, on dira que le chef de l'État procède depuis quelque temps par des mesures à dose homéopathique en direction de certains secteurs en difficulté. Le secteur de l'éducation, on en parlait hier. Il y a aussi ce bateau hôpital qui est arrivé pour régler les problèmes au cas par cas, même si ceci n'apporte pas beaucoup de solutions. Et des solutions, on en attend aussi dans la gestion du phénomène des incendies que j'évoquais tout à l'heure. Et au cours de cette émission, on aura le bonheur et le plaisir d'accueillir un des responsables au plus haut niveau du Corps national des sapeurs-pompiers du Cameroun. Voici le début de ce programme avec l'histoire de tendance. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Severango, bonjour aux hommes qui veulent tuer leurs femmes. Voilà, Carrefour 1000 problèmes à village. Monsieur veut assassiner son épouse, parce qu'il ne doit pas donner leur nom. Ils se connaissent. Madame a parlé, pleuré, m'expliqué. J'ai dit, elle me dit, quoi? Je ne peux pas céder à ces caprices tendances. Moi, la femme a parlé le gros français hier. Jusqu'à ce matin encore, elle m'a sorti un long français de l'école qui, moi, ma sueur, la sueur de mon front, de ma bouche, je ne peux pas céder à ces caprices. C'est une femme qui travaille. Ça fait 5 mois. Elle a 3 enfants avec son mari. Comme elle a 4 enfants avec son mari, voici la rentrée scolaire. Son mari l'a appelé l'autre jour que maman, je demande que... Donc, tu ne dis toi rien. Elle dit ouais, ben, je devais alors dire quoi? Il dit non, tu travailles. Et comme on a 4 enfants, on va diviser. On se divise les charges. Les 2 autres enfants, tu vas payer la scolarité. Les 2 autres, je paye aussi la scolarité. Elle dit non, pourquoi? Son mari dit, madame, comme j'ai dit, c'est ce que tu dois faire. Elle dit non, qu'elle peut encore aider son mari en achetant rien que les gamelles. Acheter encore les manteaux des enfants. Mais elle dit que retirer ces 5 francs pour payer la pension des enfants, c'est qu'elle préfère mourir. Son mari a dit, madame, quand je parle, mes ordres ne se discutent pas. Ou tu arrêtes le travail, je sais que... Ou tu ne travailles pas, je considère que tu ne sors pas, que tu es toi à la maison. Donc ça a pris feu. Ou elle dit qu'elle ne veut rien entendre.
et elle ne veut pas laisser le travail, elle ne veut pas payer la pension de ses 2 enfants, que monsieur va continuer à payer comme avant. Très bien. C'est un joli sujet qui rejoint un peu ce qu'on avait déjà abordé hier en matière de contribution aux charges du ménage. Alors, des confrères de la place, hier soir, ont traité même de la même problématique, Charles Hamel, au cours d'un journal télévisé, effectivement, en se demandant où va l'argent de la femme en général, c'est pour s'occuper des petites tâches. Mais un officier d'état civil a bien rappelé les principes qui sont édictés par le droit positif. La femme, les 2 conjoints sont appelés à convenir et subvenir aux charges du ménage à la mesure de leurs revenus, en fait. Donc, si elle gagne beaucoup d'argent, c'est normal qu'elle paye même la pension. Lorsqu'on finit de célébrer le mariage, on dit à l'homme, l'argent, on dit aux deux généralement, l'argent de l'homme, c'est pour la femme, pour le ménage, et l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. Bon, ça, c'est la première chose qu'on dit généralement. Ça fait rire les gens, mais au fond, c'est la vérité. Dans le principe, quand vous dites qui dit? C'est généralement l'officier d'état civil qui le dit généralement pour préparer l'homme à ce qu'il va vivre. Mais dans la pratique, c'est 25% de charges qui reviennent à la femme et 75% de charges qui reviennent à l'homme. Ça suppose quoi? Ça suppose que dans le ménage, si les 2 fonctionnent, ils peuvent, en suivant leur convenance, l'homme a la charge de la maison s'ils sont en location, l'homme a la charge d'assurer la santé dans le cas où la femme, les enfants viendraient tomber malades, la scolarité c'est à la charge de l'homme, l'argent de poche, les tresses, tout ça s'appelle à la charge de l'homme, et la maintenance du domicile, ça des bouteilles de gaz et tous ces consorts. On peut concéder à la femme la ration, par exemple, la ration quotidienne, si elle travaille, ça rentre dans les 25%. La ration, les petites charges fixes comme payer le câble, la lumière et l'eau. Et parfois, on abandonne même spécialement à ce niveau, même les coiffures, les tresses, on laisse aux soins de la femme. Voilà comment devrait se passer. Mais il arrive à des moments que la femme se refuse catégoriquement à apporter une quelconque aide dans le ménage, disant que non, son argent, elle veut que ce soit l'homme. L'homme a choisi d'épouser, c'est l'homme qui dote, c'est l'homme qui épouse, qui joue son rôle de chef de famille. Voilà. De chef de famille. Mais dans le principe, c'est 25% pour la femme, 75% pour l'homme. Alors cette répartition, moi, ça ne me convient pas, parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que prévoit le droit. En réalité, notre code civil, Megui dit à la mesure, c'est-à-dire que si la femme a un bon salaire, elle peut aller au-delà des simples tâches. Là, ce sera de manière vraiment volontaire. Volontaire. Alors, on a une dame sur le plateau. Comment ça fonctionne chez vous, madame? Mais voilà, je suis très contente de ce sujet parce que j'entends Charles Hamel parler, ça veut dire qu'il me rejoint sur ce que je disais hier, qu'il faut sortir de ces clichés qu'on s'est fixés, parce qu'aujourd'hui, avec la réalité des choses sur le terrain, on est obligé de s'adapter. Hier, je disais que on ne peut pas, si vous voulez dire que voilà, c'est l'homme qui est le chef de la famille, moi j'ai entendu les 2 messieurs sur le plateau dire que l'homme est le principal pourvoyeur de fonds dans le ménage. Et il s'insurgeait même du fait que la femme puisse s'entêter à aller travailler ou aller fréquenter pour pouvoir elle aussi assister son mari. Aujourd'hui, on revient donc à ce cas que nous présente Tendance, où on a une femme qui travaille et qui estime que son mari devrait, en dépit du fait qu'elle travaille, assurer en grande majorité les besoins de la maison. Moi, je dis, quand on est en couple, il y a le dialogue et la confiance qui doivent être la base d'un couple. C'est-à-dire que ça devrait se faire de façon spontanée. Je travaille, mon travail et l'argent que cela génère doit pouvoir profiter au mien, c'est-à-dire mon mari, mes enfants. Donc, si j'ai les moyens, ça ne devrait même pas poser un problème. Il ne devrait même pas... Non, je dis, c'est mon point de vue, ça ne devrait même pas poser un problème parce qu'on parle Donc, vous pouvez aller au-delà des 25% si vous avez plus de moyens. Si j'ai des moyens, parce qu'on parle ici de mes enfants. Très bien. On parle ici de mes enfants. Justement, on ne devrait pas marchander ça. Justement, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que le mari forcément fasse un coup de force pour pouvoir imposer à sa femme. C'est-à-dire que de façon spontanée, j'ai de l'argent pour ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que si j'ai en fonction des revenus de chacun, parce qu'il faudrait bien tenir compte des revenus de chacun, parce que ce serait quand même aussi un peu exagéré que l'homme exige à la femme de dépenser plus qu'elle ne gagne. Dans le cas où la femme a déclaré véritablement son salaire. Bon, est-ce que vous déclarez véritablement le vôtre aussi? Je savais qu'on allait arriver. Mais oui, mais voilà. puisque vous avez ouvert la brèche, je vous Très bien. Bon, Bengan, pour revenir à l'histoire de Tendance, est-ce qu'il peut donc arriver que la femme puisse accéder au paiement des frais de scolarité qui sont souvent exorbitants? Sans poser le problème de cette manière me gêne. Moi, je suis un défenseur
et un initié des traditions africaines. Je dis bien des traditions africaines. Mais je me rappelle de la chanson, Francis Bébé nous disait, lorsque la société change, il faut écouter les chanteurs. Et je pense que c'est un chanteur ivoirien qui vous prévenait d'un certain nombre de choses. Moi, je vais payer courant, voilà, quelque chose comme ça. Je ne maîtrise pas bien la chanson. Ça nous gêne, nous les traditionalistes. Précisément pourquoi? Parce que c'est chacun qui veut apporter son point de vue. Alors que la société était organisée. Elle était organisée comment? Il y a le principe que vous épousez une femme. Et que votre femme, en bas, ça on appelle une soule. C'est-à-dire que tout ce que votre femme engrange comme bénéfice, comme don, comme tout, elle vous l'apporte. Mais c'est elle qui est la caissière de la maison. C'est elle qui emmagasine tout, qui est, comme on peut dire ça, le gestionnaire des biens de la maison. Mais elle vous rapporte. Mais tout ce qu'elle gagne, elle vous l'apporte. Pour le cas de Madame Lebon Liliquin, qui est ministre des PET, elle a déjà été DG de la douane camerounaise, ou bien de Madame Elisabeth Medou. Je prends des cas qui sont assez renflants, qui sont des épouses. Donc tout ce qu'elles peuvent avoir à gagner, elles rapportent d'abord à leur... Ne prenez pas l'expression apporter, elle déclare. Voilà, elle déclare, c'est l'expression qu'il faut prendre, elle déclare. Mais je voulais préciser que c'est l'exception qui confirme la règle. Dans le cas de Megui, hier, c'était une femme qui voulait aller à l'école. Aujourd'hui, c'est une femme qui travaille et qui décide délibérément d'appliquer un lever, c'est l'homme qui doit s'occuper de tout. Pendant ce temps, son agent sert à autre chose. Mais vous avez dit que l'homme est le principal pourvoyeur, il n'a même pas... Absolument. Revenons au principe de la femme qui gagne beaucoup d'argent. De la femme qui doit nécessairement rapporter ce qu'elle gagne. Mais ça, c'est bien. La femme qui gagne, elle va s'occuper de la ration, les habits des enfants, les sous-vêtements de monsieur. C'est le rôle de la femme. Vous n'allez jamais voir un homme aller au marché. Ça, c'est ce que la femme doit... Quel que soit ses revenus. Non, je dis, quels que soient les revenus, quelques personnes qui sont connues, déclarées auprès de son mari. Ça, il faut le savoir. Le mari doit savoir. Parfois, la femme peut toucher son salaire, elle rentre dire à son mari, voici mon salaire. On fait comment? L'homme préoccupant en disant, bon, tu vas organiser comme ça, tu vas orienter, sans toutefois mettre la main dessus. Moi, ma maman le faisait. Je prends le cas, ma maman le faisait. Chaque fois qu'elle percevait son salaire, elle rentrait donner à mon père, qui était son époux. Là-bas, c'était avant. J'ai dit, pour prendre l'expression que tout le monde comprend, c'est la femme qui fait la comptabilité matière de la maison. Même si vous êtes des milliardaires, la femme doit savoir que nous avons 1000 milliards aujourd'hui. Et elle fait la comptabilité de ça. C'est-à-dire que pendant la rentrée, en réalité, elle qui dit à l'homme, il faut, pour la pension, c'est 100 millions aujourd'hui. Pour nos enfants qui sont au Canada, c'est 500 000 pour celles qu'on va inscrire ici. Elle fait la comptabilité, mais elle ne dépense que sur instruction du mari. Sur instruction du mari. Mais elle fait le plan de la maison. Parce que pour cette raison, parce qu'il y a deux expressions que vous utilisez à tort et à travers. Et ça vous rattrape. La première expression, c'est quoi? C'est que... la nuit porte conseil. Lorsqu'on dit la nuit porte conseil, c'est là où la femme dit à son mari, voilà la situation. L'autre vocable que vous utilisez, c'est quoi? Derrière chaque grand homme, se cache une grande femme. On dit bien se cache. J'adore cette expression. Se cache. Il faut avoir la grâce d'avoir cette grande femme. Absolument. Voilà comment la société est organisée. Mais avec l'occidentalisation, on a trouvé ça. Et comment on a donc voulu mettre ça dans le code civil? Vous êtes juriste. C'est précisément la communauté des biens. C'est comme ça qu'ils l'ont exprimé, la communauté des biens. Mais ils ne sont pas allés au-delà pour voir un certain nombre de choses. Voilà. Donc, en principe, ici, la femme doit tout apporter à la maison. Elle ne va pas dire, moi, je gagne 100 000 qui gagne beaucoup d'argent. Elle la doit apporter. Vraiment, je ne sais pas si... L'Ibomilicaine qui a même épousé un pasteur, elle doit savoir, si elle ne le fait pas, qu'elle le fasse maintenant. C'est-à-dire qu'elle déclare à son mari pasteur que, moi, j'ai un salaire maintenant où je suis ministre de 18 millions. Bon, vous avez un salaire de catéchiste là-bas. Bon, je vous dis pas, mais elle doit apporter ça. Mais c'est elle qui a la comptabilité, qui fait la comptabilité. Moi, même si je touche des milliards, je sais comment il gère mon argent. Mais tu as dit que tu es chef de famille. Apprenez à assumer vos responsabilités. Si je commence à payer la pension de 2 enfants, je vais pour finir de payer la pension de tous les enfants. Ce sont vos enfants, non? Je ne refuse pas, je n'ai pas dit non ça. Je peux t'aider en achetant les fournitures scolaires. Aider comment? Non, je peux t'aider. Parce que tu n'es pas chef de famille. Quand vous parlez, on parle encore. Tu fais un peu tes responsabilités, Massa. Pourvu que lorsque je prends la décision, tu appliques. Oui, l'argent que je cherche, c'est la sueur de mon front. Et c'est pour toi ta famille alors? Ma mère là, elle souffre dans mon village. Moi, mes petits frères que je vais regarder. Et toi qui es le de temps, oui, considère que je ne sors pas alors. Considère que je ne travaille pas. Mais tu continues à payer la pension comme tu payais avant. Mais dis donc. Alors, je crois, monsieur Mathieu, cette version est dangereuse parce que
Si la femme doit prioritairement penser à sa famille qui est restée, ses petits frères, de le dire devant je pense qu'elle a sa mère, compris. Elle a sa mère, elle a son petit frère qu'elle doit regarder, ses petits frères qu'elle doit regarder. Ouais. Par conséquent, elle crée ce qu'on appelle une tribulation conjugale. C'est une grosse tribulation conjugale. c'est la Et c'est la raison pour laquelle je continue toujours à dire, je ne mourrai pas le premier. C'est la femme qui va mourir la première. Pourquoi? Parce que c'est le stress que l'homme accumule chaque jour. Il faut s'occuper de ça, il faut s'occuper de ci, il faut nettoyer ça. Penser à la femme, non, ça ne non, les hommes, si les hommes partent tôt, c'est pas à cause de leur femme. C'est le rythme de vie que vous avez. Quand un homme dit qu'il part de chez lui parce qu'il y a trop de bruit chez lui, c'est-à-dire il part de chez lui parce que les enfants crient trop, parce que soi-disant sa femme bavarde, mais il va s'asseoir au bar où il y a de la musique qui joue à tue-tête, où il y a des gens qui... C'est par dépit, parce qu'en réalité, il doit dire que ma femme m'a chassé de la maison. Pourquoi par dépit? Non, mais comme on ne peut pas le dire, pourquoi vous trouvez toujours l'occasion de remettre tous vos travers, vos écarts de comportement sur le dos de la femme? Parce que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. En ce moment-là, En ce moment-là, si j'ai un mari comme ça, je ne me sens plus en sécurité dans mon foyer. C'est que j'ai un mari dictateur. C'est un mari qui veut me frustrer. Il veut me faire pleurer ma petite et regretter ma petite jeunesse. Lorsque votre maman va décéder, on va demander le cercueil à votre mari? Non, puisque vous avez déjà entretenu votre maman. Là, c'est qui doit acheter mon cercueil. Je t'ai fait les beaux. Mais est-ce qu'il n'entretient pas sa maman? Maintenant, où je suis là, l'agent qui cherche qui est la sueur de mon front, l'homme doit enlever ses yeux dessus et considérer que je ne sors pas. On vous connaît. Même quand tu avais un homme, quand tu commences à contribuer pour la ration, le lendemain, il ne rationne plus. Il part boire. C'est comme ça qu'il donne l'argent aux petites. Mieux je ne travaille, mieux je ne paye rien. Je peux t'aider en achetant les gamelles, les petits goûters des enfants. Mais pas que tu m'imposes. Merci beaucoup, Tanda. C'était l'histoire. Vous allez nous faire parvenir vos réactions. On va les lire par SMS uniquement sur cette autre problématique centrale sur... l'argent de la femme dans un foyer, mais le droit positif a réglé cela en estimant que les deux conjoints devraient, comme je l'indiquais tantôt, subvenir aux charges du ménage dans la mesure de leurs possibilités. Ça veut dire que si la femme gagne un peu plus, elle devrait, à la mesure de cela, contribuer également, donc payer, y compris même la pension. Pourquoi pas même le loyer, si c'est possible. L'intérêt premier, c'est l'intérêt de la famille même, du couple. Voici la colère de Charles Armel, ce jour qui s'attarde sur les promesses non tenues. Je m'interroge ce jour sur la question des promesses non tenues dans ce pays. Je me demande à quoi est-ce que jouent nos gouvernants. Est-ce qu'ils savent que ça ne va pas dans ce pays? Est-ce qu'ils savent que les populations pendant 34 ans bu leurs discours, leurs gestuels, sans jamais voir de résultats? Je me demande si après avoir craché sur le crucifix, il ne leur arrive pas parfois d'être pris de remords. Je me demande parfois si dans leur fort intérieur, ils ne regrettent pas l'ensemble de ce diktat politique. La preuve par 4, dans ce pays, tout le monde manque comme il respire. Rappelez-vous qu'on nous a promis une rigueur et moralisation dans la gestion des affaires. Aujourd'hui, on a des fonctionnaires milliardaires, et c'est bien. On nous a promis 500 000 ordinateurs qu'on attend toujours, même avec, n'est-ce pas, l'exercice universitaire déjà qui touche à sa fin. On a promis l'hôtel du Comice, l'hôpital de référence, la construction de l'ANAFOOT. 17 ans après, le plus grand hôpital de la capitale ne peut pas faire de dialyse. On a promis l'émergence d'un Cameroun d'ici l'an 2035. On nous a promis un bout du tunnel qui s'est aussitôt refermé après s'être ouvert. La preuve, nous sommes encore sous plan d'ajustement structurel. On nous a promis qu'on ne retournerait pas au FMI, même si l'on est en visite là-bas. On nous a promis l'école gratuite, malgré le fait qu'elle soit devenue si chère que la bière. On nous a promis l'augmentation du pouvoir d'achat. On a promis la réduction du chômage. On nous a promis des facultés de médecine. On attend, on attend. On a promis l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. On nous a même promis 2 mandats présidentiels de 5 ans, la décentralisation, la Cour constitutionnelle, la déclaration des biens des gestionnaires, article 66.
Jusqu'aujourd'hui, rien. L'eau et l'électricité pour tous. Un centre de formation pour moto-taxi. La mise sur pied d'une commission pour le dialogue avec nos frères anglophones. Jusqu'ici, c'est multiculturalisme et promotion du bilinguisme. On a parlé de la débutumage des routes, de l'usine de transformation de manioc, le projet Douala Beach, l'usine de montage de voitures au Cameroun, la construction de la Ring Road, la baisse des prix de produits de première nécessité. Allez voir nos marchés, vous comprendrez de quoi on parle. On a parlé de la gratuité des soins de paludisme aux enfants de 0 à 5 ans dans les centres hospitaliers publics. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de payer. On a parlé des fonds alloués pour les jeunes dans le domaine de l'agriculture. On nous a promis la banque agricole. On nous a promis la construction d'une autoroute. Et, Anna, jusqu'à aujourd'hui, rien. On nous a promis 800 000 emplois norvégiens et chinois. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a que nos larmes pour pleurer. Rien n'est perceptible. Savez-vous qu'en 2012, on nous annonçait la construction d'un TGV à Yaoundé, comme quoi les travaux devaient débuter dans 12 mois. Sauf que 5 ans plus tard, je ne vois encore rien. Savez-vous qu'en 2014, les mêmes gens sont revenus cette fois avec un autre projet fanfaron sur les tramways, comme quoi les travaux devaient débuter en 2015. 3 ans plus tard, nous sommes encore là, rien. Aujourd'hui, ils reviennent avec les voitures made in Cameroun, sauf qu'en 2030, il n'y aura toujours rien comme les autres. Le chef de l'État avait personnellement instruit le gouvernement dans l'un de ses discours d'accélérer la mise en place des conditions préalables à l'industrialisation de notre pays à travers la disponibilité d'une énergie suffisante et permanente. Mon œil. La modernisation de notre agriculture et la transformation de sa production, l'exploitation de la transformation avantageuse des ressources minières, l'amélioration continue du climat des affaires pour attirer toujours plus d'investisseurs, la mobilisation des financements nécessaires, le développement des infrastructures de communication et télécommunications. Mais vous ne pouvez pas quitter de Douala pour Yaoundé et être connecté au réseau sans avoir de perturbations. Ainsi va le Cameroun. Biaboya alors. Merci beaucoup. Alors, au chapitre des promesses non tenues, on va d'abord faire un petit hit parade des membres du gouvernement qui font de belles déclarations qui ne sont pas très souvent suivies des faits. Le peloton de tête est tenu par M. Nganou Djoumessi, Louis-Paul Motazé, et on citera au passage vraisemblablement Issa Chiroma Bakary. Mais j'ai pu avoir accès à un document concernant les collectivités locales décentralisées. La mairie de Douala 5e, du temps de Mme Foning, beaucoup de projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Sur le papier, on parlait de construction de complexes hôtels de ville, construction de 10 hangars commerciaux et de chaînes agroalimentaires, et du programme auto-emploi et de distribution des produits agroalimentaires, construction de centres multitechniques, de NTIC. Bon, alors, je vais passer parce qu'il y en a tellement. On a parlé des écoles maternelles dans les quartiers d'Ogbon, Bépanda, Makepe, PK14, bitumage de 16 km de route et reprofilage de 20 km de route en terre, projet de construction de logements sociaux communaux et en partenariat avec des étrangers. Alors, il y en a tellement, Bombok Bengan, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas tenir les promesses au Cameroun? Deux choses, Sam. La première, c'est que les projets ont les yeux. Si Mme Foning vivait encore, peut-être qu'on aurait eu un début de mise en place de certains projets. La deuxième, et c'est la principale, c'est que le chef de l'État s'était engagé lui-même à ne pas faire ces projets. Je prends deux exemples dans son discours lui-même et ses engagements. Lorsqu'il prête serment le 6 novembre 1982, il déifie, je dis bien déifie, son illustre prédécesseur en disant « Je ne faillirai point à mes engagements ». 1990, les Lions indomptables viennent d'atteindre le quart de finale de la Coupe du Monde en Italie. Il accorde une interview à Radio Monte Carlo à Yves Morosi. Il dit « Je ne quitterai le Cameroun que lorsque chaque citoyen aura atteint le bonheur, la prospérité. » Voilà, je me limite à ces deux-là. Et dans son cheminement, est-ce que vous voyez, la mise en œuvre d'une politique qui nous amène... De dépaupérisation, voilà. Les Camerounais aujourd'hui qui ont accès au plein épanouissement. Voilà, ça veut donc dire... On est très loin du compte en matière de plein emploi. Absolument, Sam. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'orientation politique en matière de respect, même des engagements pris. Et je termine par vous qui êtes juriste. Lorsqu'il prête serment pour une constitution
qui a 5 mandats, un mandat de 5 ans. Et il dit bien, je le jure sur la Constitution. Et chemin faisant, on modifie. On dit, la Constitution a maintenant, je veux dire, le mandat à 7 ans. Il prête encore serment, il dit, je jure, je vais m'engager sur mes 7 ans, septennat. Chemin faisant, il modifie. Donc, de quel crédit va donc accorder à l'entrepreneur en chef, pour prendre le propos de Babi Sakana, à l'entrepreneur en chef qui, lui, ne prend pas des engagements par rapport aux objectifs qu'il s'est lui-même définis. Voilà. Donc, on va revenir à vous, mais Guy, justement, pourquoi la parole politique du politique n'est-elle plus suivie des faits aujourd'hui? La même question, je vous la pose, oui. Ben, écoutez, on est habitué à des sorties très pompeuses de notre chef de l'État désormais, surtout il n'y a pas que lui, hein, de toutes les façons. On peut prendre même au niveau des plus petites collectivités aussi, hein, parce que... Bon. Bien oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Généralement, on sait très bien quand ces promesses sont annoncées. Souvent, ça précède la période des élections présidentielles. C'est généralement des promesses de campagne qui, après que le sort est connu, ne sont pas toujours tenues. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont quand même habitués à cette promesse non tenue, ce qui fait qu'on note une... je ne sais pas comment le dire, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance des Camerounais envers leurs autorités, envers leurs dirigeants. Aujourd'hui, on regarde des jeunes qui font des sorties, même sur la toile, qui réclament des ordinateurs. On nous a parlé dernièrement de l'enregistrement des étudiants qui devraient en principe recevoir des ordinateurs. On nous a même dit qu'il y avait, je crois, une partie qui était déjà là, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui pointe à l'horizon. On a eu un discours du chef de l'État, je crois que c'était en 2010, qui disait que justement... l'activité des mototaximens devait être encadrée, qui devait être créé un centre de formation pour les encadrer et tout, pour qu'ils puissent apprendre correctement le code de la route, pour qu'ils soient plus disciplinés. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien du tout. Il y a eu, après une défaite, je crois, des Lions indomptables à une Coupe d'Afrique des Nations, je crois, une promesse du chef de l'État qui disait qu'il devait créer un centre de formation de football pour encadrer les jeunes et tout. Jusque-là, on ne voit rien du tout. Aujourd'hui, on nous parle de la NAFOOT, on a déjà désigné les dirigeants de la NAFOOT sans même mais il n'y a pas l'académie. Voilà, sans même que l'académie n'ait vu le jour. Donc c'est quand même déplorable et puis ça crée un manque de confiance entre les dirigeants et puis les populations. Tendance à ton niveau, que tu perçois ce manque de réalisation à quel niveau finalement? Je devais percevoir comment ça. Je vais juste dire autour de toi. Il n'y a pas que les politiques traditionnels, même les gens de l'opposition, quand ils arrivent à certaines mairies, ils ne font pas toujours ce qu'ils ont promis. Hein? Oui, les gens qui pensent que le temps a donné le demi-maquereau aux gens, ils font des promesses qu'ils ne réalisent pas parce qu'ils veulent. Quand on veut d'abourer les unes, ils viennent nous dans les quartiers pour qu'on passe le voter. Après, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ce que veut dire au Camerounais, c'est d'être patient. La dernière fois, si vous avez demandé les kits de dialyse, on n'a pas envoyé. Vous voulez quoi? La deuxième fois, Papa Antoine a donné le nom de Makepe Misoka COP 21 à Paris. N'est-ce pas, voilà le point qu'on a commencé à arranger à Makepe Misoka, même comme ce n'est pas fini. C'est en route, donc soyez seulement patient. De deux, le lycée de Mbopi, que depuis des années, vous dites que, oh, est-ce qu'il y a un lycée à Mbopi? Attendez, ça c'est les trucs qui vont aller doucement, doucement. On peut faire des promesses. Même l'autoroute, ça va venir tendance. Oui, même si c'est en 2035, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qu'on fait après, on oublie. Ouais, on ne se rappelle pas comme ça, surtout qu'on a beaucoup de choses à la tête. Et c'est aussi de mettre la pression. Donc, dans la vie, même quand tu déposes tes dossiers dans une société de la place, quand tu veux chercher le travail, tu attends. On t'appelle. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on a fait. Donc, on prend le temps d'étudier. On étudie pour voir comment on doit. On ne va pas se lever le matin pour faire tout ce que vous voulez. Non. Soyez patient. Charles Armel, vous avez inventorié beaucoup de choses qui n'ont pas été tenues, parmi lesquelles le projet Douala Sawa Biche, puisqu'on émet de Douala, je crois que c'est quelque chose d'assez gigantesque qui avait été présenté comme devant être futuriste. Sam Sévérin, rappelez-vous des promesses de cette citation venant du chef de l'État. Les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui croient. Donc parce que nous croyons, ça n'engage que nous. Nous nous retrouvons dans une spirale. On vous dit que nous serons émergents en 2035. Nous sommes sur plan d'ajustement structurel aujourd'hui. Vous pensez qu'on va en sortir quand? Pour être émergent. L'eau, on n'a pas. Pourtant, des 58 départements de ce pays, chaque département comporte le nom d'un cours d'eau.
Vouri, la Dibamba, la KDI, le Sanaga, tous portent, mais on n'a pas d'eau. On ne parvient pas à boire. Le traitement des déchets, regardez comment nos villes sont extrêmement polluées. Regardez la promiscuité dans les quartiers qui empêche ne serait-ce que le fait de pouvoir éteindre un incendie. Vous pensez qu'on va être émergent comment? On a dit qu'on nous propose, on nous promettait les mandats présidentiels de 5 ans, 2 ans, tous les 5 ans. Si on est arrivé jusque-là, la déclaration des biens, combien de personnes déclarent les biens? Rigueur et moralisation. Aujourd'hui, on a les Antoine Félix et Samba, des milliardaires, des fonctionnaires milliardaires dans un pays comme le Cameroun. C'est un cas occultaire, monsieur. Ça ne dérange personne. On dit que de 0 à 5 ans, gratuité. Vous arrivez dans les hôpitaux, on vous fait payer. On dit que l'école primaire est gratuite. Aujourd'hui, vous devez débourser 30 000 francs pour les inscriptions parce que vous venez avec le banc. Rien que des promesses. On va où avec les promesses? Voilà. On peut y passer la journée. En réalité, c'est beaucoup de choses. Et même pour le calendrier de 2018, on n'est pas encore tout à fait fixé sur les prochaines élections parce qu'on nous parle davantage depuis quelque temps de la CAN 2019. Alors, dire que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient, ce serait les encourager en cela parce que un de mes enseignants de droit constitutionnel également, je crois, monsieur François Mbomé, nous avait aussi appris qu'un homme politique doit laisser sa marque. C'est-à-dire que quand il arrive, il doit laisser quelque chose qui fera parler de lui. Donc en réalité, non, il devrait s'en souvenir. Voilà. Vraiment, vous qui avez la mémoire, citez-nous un gars qui a laissé sa marque. Voilà. André Mamafouda, beaucoup de vols chez lui, non-respect de ses engagements vis-à-vis des malades, promesses non tenues. Moi, je peux vous citer quelle est la marque positive que ces hommes politiques ont laissée. Bon, très peu, hein, parce que ceux qui avaient essayé même avaient plutôt été rattrapés. On leur a rabattu le caquet. Un autre de mes anciens professeurs, Narcisse Moilet, voilà, il nous donnait droit international. Aujourd'hui, il est au ministère de la Culture et il a promis aussi à son arrivée de réhabiliter, de réformer ce secteur-là, mais on voit que ça traîne. Ça traîne toujours. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour l'expression. Bon, maintenant, on va aller voir autre chose avec notre invité. On vous l'a dit, on devait aborder la question relevant de la protection civile avec le Corps national des sapeurs-pompiers. Mais je m'en vais, avant de l'introduire, lire ce que c'est à travers ce document qu'il nous a rapporté, le colonel Mikaela. Alors, on dit le Corps national des sapeurs-pompiers est un grand commandement interarmé spécifique de protection civile, mis pour emploi auprès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Alors, il a pour mission, entre autres, la lutte contre les calamités et leurs séquelles, les secours aux personnes et aux biens en péril. Il y a aussi la participation à la gestion des catastrophes et la participation aux études et aux actions préventives intéressant son domaine de compétences. Donc, on va voir tout cela avec lui. Le temps de l'accueillir, bienvenue. Bonjour, colonel. Merci de m'accueillir dans votre studio. Non, on vous remercie. Nous, on vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Je suis à votre disposition pour apporter tous les éclairages qui intéressent les populations en matière de protection civile. On va y aller donc en matière de sensibilisation, mais d'abord sur les missions essentielles qui ressortent de ce document. Est-ce que vous-même, vous pouvez nous dire si tout cela est respecté sur le terrain? Oui, le Corps national sapeurs-pompiers, régulièrement, et sur l'étendue du territoire, là où les unités sont implantées, accomplissent ces missions. Vous avez parlé de missions de protection civile. On nous appelle régulièrement soldats de feu. Nous commençons à la lutte contre les incendies, le secours aux personnes et biens en péril, les études qui nous sont confiées en matière de construction des immeubles, de lotissement, et nous restons à la disposition des administrations pour toutes ces missions. Voilà, donc ça fait un cahier de charge assez costaud, Bombok Bengal. Je vous laisse le soin de poser les premières questions à notre invité. Et tout à fait, je reste sur la protection civile. Jeudi dernier à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, sous l'autorité duquel vous travaillez, a dit lui-même que la protection civile au Cameroun a des problèmes et qu'au stade actuel, il est compliqué de dire qu'on a des moyens pour protéger les populations de manière prompte. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et est-ce que c'est exact? Vous entendez catastrophe? Quand on dit catastrophe, c'est un événement soudain et dont les moyens dont disposent les services de secours locaux ont été dépassés. Donc, dans tous les pays du monde, quand il y a catastrophe, ça veut dire que les moyens qui sont disponibles dans chaque ville ou bien dans le pays sont dépassés. Ça peut arriver à tout moment.
Vous avez raison de le penser. d'abord. On fait de la prévention, bien sûr. On fait de la prévention, mais la catastrophe naturelle, si on commence, on va parler des origines de tout risque. Vous savez qu'une catastrophe peut être naturelle, elle peut être technologique. Tout à fait. Donc, en matière de prévention, même dans la construction de nos villes, nous faisons des efforts pour être impliqués, et nous sommes vraiment impliqués actuellement dans les études en aval. Voilà, nous allons prendre quelques cas. C'est vrai, le ministre a dit c'est compliqué et que les communes, les communautés urbaines devraient s'en approprier. Lorsque l'État n'a pas de moyens, comment les communes, les communautés urbaines peuvent, elles, avoir des moyens, puisque c'est des institutions décentralisées? Comment elles peuvent s'organiser? Quand le ministre de l'administration territoriale dit les communes, vous allez savoir que les communes font partie, ils sont sous tutelle de l'administration territoriale. L'organisation des secours implique tout le monde. La protection civile implique tout le monde, y compris vous. Parce qu'en m'invitant ici, vous êtes en train de faire un travail de sensibilisation. Donc, le Corps national sapeurs-pompiers tel qu'il est actuellement, il est placé sous l'autorité directe du ministre de la Défense, mis pour emploi auprès de l'administration territoriale et des collectivités territoriales qui abritent les unités. Nous sommes d'accord là-dessus. Vous dépendez essentiellement de quel ministère? La Défense ou l'AT? Le statut du Corps national sapeurs-pompiers est militaire. Vous l'avez bien lu, c'est un corps militaire interarmé spécifique de protection civile. Mais qu'on a détaché Il est mis pour emploi au quotidien auprès de l'administration territoriale et des collectivités. D'accord, je vais terminer par là. Nous sommes à Douala, prenons le cas des inondations. Est-ce que la communauté urbaine de Douala et les communes de Douala se sont approchés des sapeurs-pompiers pour voir comment on peut réguler le problème des inondations à Douala? Vous savez que Douala a causé beaucoup de problèmes. Je suis là depuis quelques années. Nous avons essayé de travailler avec la communauté urbaine chaque fois que les saisons pluvieuses arrivent. Nous avons été impliqués dans le grand plan de drainage des eaux fluviales de Douala qui est en cours. Et vous constatez que cette année, malgré tout, nous n'avons pas été appelés. Il y avait de fortes pluies, mais nous n'avons pas été appelés pour des grands cas d'inondation. Vous n'avez pas été sollicité. Et Non, pour quelle pas raison alors? Mais parce que justement, ces inondations trouvent quand même, ces eaux trouvent quand même un début de solution avec le drainage qui a commencé. On peut dire que Douala est à l'abri un Ça petit peu. ça commence à être. Ces travaux sont en cours. Et il y a un grand plan financé par l'Union européenne pour le drainage de l'eau pluviale. Mais Guy, Oui, colonel, moi j'aimerais savoir, j'ai deux questions à vous poser. Déjà, est-ce que le corps de sapeurs-pompiers devrait intervenir ou alors doit intervenir dans tout ce qui est catastrophe, c'est-à-dire incendie, noyade, accident? Et si c'est le cas, on a quand même eu beaucoup de plaintes, ou on en a encore beaucoup de plaintes contre le corps des sapeurs-pompiers. Selon certains, ils arriveraient toujours un peu tard pour secourir les victimes, ou encore il n'y a pas forcément toujours assez de moyens logistiques pour pouvoir agir efficacement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, vous-même, vous avez souvent une expression qui dit « jouer au sapeur-pompier ». En toutes circonstances, le sapeur-pompier, partout où le risque se présente, on l'appelle. Et je profite de ce plateau pour rappeler à ceux qui ne le savent pas ou qui l'oublient souvent, le numéro d'appel urgence de sapeurs-pompiers, qui est gratuit, c'est le 118. Le 118. Mais les interventions arrivent un peu tard. Les interventions arrivent un peu tard parce que je veux encore profiter pour vous sensibiliser la population. Il faut aussi que l'alerte vienne un peu tôt. N'essayez pas de résoudre vos problèmes. Et vous vous rendez compte que vous êtes dépassé avant que vous n'appelez le secours. Appelez-nous le plus tôt possible. Décrivez-nous là où vous êtes avec exactitude. Donnez-nous l'ampleur de la situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous attendez qu'on vous donne des conseils et nous mettons des moyens en route immédiatement. Mais par exemple, colonel, excusez-moi si je rebondis, on a eu à en parler hier, voilà, on estime quand même que pour une ville comme Douala, il n'y a pas assez de base quand même, c'est-à-dire Douala est très grand. Si quelqu'un a un problème du côté de Yassa, c'est Mabanda. Voilà, Mabanda et tout, il faudrait peut-être appeler des sapeurs-pompiers, le temps qu'ils se déplacent, souvent les distances sont longues, il faut gérer les embouteillages. Donc ce n'est pas de leur faute alors. Voilà. C'est une très bonne question que le commandement du Corps national sapeurs-pompiers est en train de prendre les mesures, avec l'aide de nos partenaires, je vais citer le cas de la communauté urbaine, qui
actuellement est en train de nous faire construire une nouvelle caserne du côté de Ngodi Bakoko. Nous aurons bientôt, depuis le 31 mars, le ministre de la Défense a créé par arrêté un autre centre de secours à Bonabéry. Tout ça vise... On aura donc finalement 4 centres de secours. Parce qu'actuellement, vous avez Ngodi, vous avez Bonabéry. Vous savez qu'il y a une caserne à Bonabéry. Donc bientôt, les populations seront bien servies parce que les délais d'intervention seront vraiment... Voilà, et il y a un deuxième volet dans sa question, logistique au niveau de vos moyens. Parlez un peu plus. Les moyens du Corps national sapeurs-pompiers sont d'abord des moyens qui permettent d'arriver sur les lieux. Nous avons les engins d'incendie. Et vous savez que nous avons les engins de secours aux personnes. Nous avons des engins spéciaux tels que les véhicules de secours routiers en cas d'accident qui nous permettent de couper les véhicules et de désincarcérer les personnes. Mais le problème, c'est l'accessibilité à certains quartiers et la disponibilité des hydrants. Les hydrants, c'est quoi? C'est les bouches et les poteaux d'incendie qu'on peut trouver dans les quartiers. Je vous donne seulement un cas, un exemple. Vous avez un engin qui fait 5000 litres d'eau. Vous faites 20 minutes pour arriver avec l'embouteillage sur un lieu de sinistre. Arrivé sur le lieu de sinistre, vous établissez 2 petites lances pour éteindre le feu. Chaque lance vous fait 500 litres minute. En combien de temps vous allez tenir? Donc c'est compliqué. L'eau que nous transportons dans nos citernes, normalement c'est de l'eau qui nous permet de commencer l'extinction avant de se raccorder à une bouche d'incendie qui devait être disponible dans tous les quartiers et dans les zones sensibles, mais qui ne l'est notamment. pas. Mais vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes. Et puis même quand il y a les bouches d'incendie, il y a des moments où on arrive sur un incendie, ce jour-là, vous n'avez pas l'eau dans ce quartier. Il y a coupure d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de faire de longues distances, vous êtes obligé de faire des norias d'engins, parce qu'un engin d'incendie, avec sa pompe, peut travailler toute une journée. Mais on est obligé d'amener 4, 5 engins, demander le renfort de Bonabéry, etc. Mais là, vous nous dites quand même que le corps des sapeurs-pompiers est totalement pourvu en matériel. Nous avons tout. Vous savez que on peut toujours vouloir plus. Nous voulons avoir plus. Mais avoir beaucoup de moyens, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en un seul endroit n'est pas la solution. Ayez un peu de matériel éparpillé un peu partout dans la ville, comme bientôt nous l'aurons à Douala, nous aurons 4 bases. Les délais seront vraiment réduits et les populations pourront attendre les sapeurs-pompiers dans les 5-10 minutes après l'appel. Voilà, votre devise c'est bel et bien foi et dévouement. Donc on espère que tous les personnels employés de ce côté-là font preuve de beaucoup de dévouement là-dessus et vous êtes représenté sur l'ensemble du territoire. Alors Charles Armel, votre série de questions. Non, je lui tire juste un coup de chapeau. Félicitations, vous faites un bon travail. Oui, quelqu'un voulait me poser une question. Moi, je reviens sur les bouches d'incendie. Oui. Bon, qui doit mettre les bouches d'incendie? C'est dans le plan global d'urbanisation ou bien c'est le mairie, c'est la communauté? Tout à fait. Vous savez que les bouches d'incendie font partie des mobiliers urbains, tout comme le lampadaire pour la sécurité. Donc, dans toutes les villes du Cameroun, où là où il y a une adduction d'eau, il devait avoir des bouches d'incendie. Je ne veux pas dire comme ailleurs tous les 400 mètres, non, on ne va pas demander ça. Mais quand même, dans tous les quartiers et les lieux sensibles tels que les marchés, tels que les grands édifices publics. D'accord, donc je veux dire, l'eau que vous utilisez à travers des bouches d'incendie, c'est la connexion normale? Oui, c'est la même eau qui sort de votre robinet. D'accord. Mais il faudrait quand même, sous une certaine condition, que le diamètre du tuyau qui passe puisse avoir un certain volume pour que nous puissions implanter une bouche d'incendie. Voilà, revenons de les incendies des marchés. Voilà, bon, laissez tendance intervenir. Vous allez donc tu te rappelles que tu l'es. Voilà, donc, non, tu es à côté d'un bon boc. C'est lui qui t'a oublié. J'ai que vous avez oublié totalement, que je suis totalement invisible. Je te dis, tendance. Mon colonel. Vas-y. Voilà. Pardon, c'est quand même le colonel. Hein, je salue mon colonel. Voilà. Mon colonel dit que déposez. Repos. Voilà. Moi, je cause avec le colonel aujourd'hui. C'est chaud, ça cuit. Mon colonel, je veux savoir pourquoi quand vos voitures là passent, ça fait tout le ping-pong, ping-pong. Même quand il y a incendie, on ne connaît pas, ça fait des bruits. Même quand il n'y a pas incendie, c'est tout le ping-pong, ping-pong. Est-ce que c'est obligé que quand vous passez, vous faites tout le ping-pong? Pour dégager la circulation peut-être, hein? En plus du signal sonore que vous entendez, il y a aussi le signal lumineux que vous n'avez pas fait mention. Parce que tous les véhicules d'urgence, que ce soit les ambulances, les véhicules de sapeurs-pompiers, de la police, de la gendarmerie, ils ont des signaux sonores et lumineux.
Je crois que vous avez eu votre permis de conduire, on vous a parlé des véhicules prioritaires. Quand nous allons sur un incendie, sur une intervention, faites l'effort de nous laisser passer. Les véhicules devraient pouvoir se ranger pour permettre au secours d'aller plus vite et d'arriver et de résoudre le problème qu'il y a sur le terrain. Donc il y a les signaux sonores, il y a les signaux lumineux. Et nous, de notre part, nous n'en faisons pas d'abus. Nous devons nous assurer que nos signaux sonores sont perçus par les autres usagers avant de... Oui, tendance, il y a une autre question. J'ai même 5 questions. Oui, vas-y, oui. Deuxième question à mon colonel. Pour être sapeur-pompier au Cameroun, il faut avoir quel âge ou encore quel bagage intellectuel? Le corps national sapeur-pompier actuellement est un corps militaire interarmé spécifique de protection civile. Bon, tout cela est trop technique, donc ramène la chose. Je ramène la chose Non, je veux savoir le bagage intellectuel qu'on a. Plus simplement, il faut être militaire de n'importe quelle catégorie. Ça veut dire militaire de rang, sous-officier ou officier, sorti des écoles ou d'une formation militaire. Ça peut être aussi militaire gendarme. Donc vous êtes gendarme de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la marine nationale. Vous pouvez arriver au corps national sapeur-pompier qui est une spécialité et faire vos formations et faire votre carrière en tant que sapeur-pompier. Alors pour être jeune sapeur-pompier aujourd'hui, vous allez donc nous en donner vous avez déjà commencé par nous en donner les conditionnalités. Bon, il existe un centre de secours à 100 Mélima, c'est ça? Tout à fait. Bon, alors là, c'est pour... Comment faire pour y accéder à ce centre? Non, non, c'est par l'affectation. Il faut d'abord être un sapeur-pompier. La formation des jeunes sapeurs-pompiers n'a rien à voir avec l'activité normale de sapeur-pompier qui est à la disposition de la population. L'activité de formation des jeunes sapeurs-pompiers que nous avons clôturée le 11 août dernier vise à vulgariser justement la mission du corps national sapeur-pompier. Et vous savez que les enfants sont des bons ambassadeurs pour ce type de mission. Nous avons formé, et depuis 3 ans, nous formons des jeunes sapeurs-pompiers pour aider, n'est-ce pas, quand même l'alerte, les gens ne savent pas le faire. Mais ces enfants, désormais, savent faire l'alerte le plus rapidement possible. Oui, Megui, allez-y. Oui. Et moi, je suis particulièrement émue et très, très contente de la présence du colonel sur ce plateau parce que je pense que ça devrait être une brèche pour d'autres corps, c'est de communiquer. Aujourd'hui, je me demande si avec cette sortie médiatique, vous n'allez pas un peu plus, je ne sais pas, impulser ce mouvement de communication. Parce qu'on parle des populations aujourd'hui, par exemple, qui sont très, très peu informées sur comment prévenir les accidents, comment se comporter en cas d'accident, en cas d'incendie, en cas de noyade. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, pour vous faciliter la tâche, c'est-à-dire qu'avant que vous n'arriviez sur les lieux, avoir des populations qui savent déjà quand même comment se comporter avant que vous ne soyez là, vous ne devez pas un peu plus communiquer par des supports télévisuels, peut-être des panneaux dans la rue, des panneaux publicitaires. Essayez quand même de le faire. Je pense que nous n'avons pas commencé la sensibilisation aujourd'hui. Si je vous ai amené ces plaquettes, c'est qu'elle a commencé la sensibilisation. Nous profitons de tous les plateaux, des antennes de radio, de tous les médias disponibles, écrits, audiovisuels, audio, pour sensibiliser la population. Je pense que depuis que le corps national sapeur-pompier a amorcé sa montée en puissance depuis presque 2011, les centres de secours sont en train de se créer. Sachez que nous sommes des militaires, mais que la population ait confiance aux sapeurs-pompiers. Les casins de sapeurs-pompiers reçoivent les usagers pour toute information. Donc, invitez-nous le plus possible, nous viendrons. Nous aussi, venez vers nous, venez passer du temps avec nous, voir les activités que nous menons sur le terrain, et vous allez comprendre que nous avons besoin de ce média, de ce lien vers la population. Nous le faisons. Nous avons des journées portes ouvertes pour les enfants pendant les périodes du 11 février de leur fête de la jeunesse. Vers les fêtes de fin d'année où les populations, il n'y a plus de risque d'éclosion et de propagation des incendies. Nous passons dans les marchés, sensibiliser Oui, dans les marchés, mais il sauf que la recrudescence des incendies dans nos marchés est toujours là jusqu'à hier, donc au cœur du marché central de Yaoundé. Aidez-nous à comprendre cette récurrence des incendies dans les espaces marchands. Mais vous savez que nous avons déjà
un problème de respect des normes en matière de construction et d'installation électrique. C'est plus facile, on ne va pas toujours dire que c'est l'électricité. Même, il y a d'autres exemples. On interdit les feux ardents de cuisson dans les marchés. Mais il y a des gens qui font des beignets dans les marchés, qui n'éteignent pas bien leur foyer. À un moment donné, vous avez les incendies qui viennent. Il faudrait qu'on apprenne que chaque fois qu'il y a un établissement ouvert au public, il devient sensible. Les gens fréquentent ces établissements-là. Il y a des biens qu'on investit. Il faudrait que les constructions respectent les normes. Alors, au lieu qu'on vous appelle à chaque fois qu'il y a un incendie déclaré, est-ce que vous ne pouvez pas militer pour qu'il y ait une vraie prévention, pour que la sensibilisation aille vraiment en direction de tout ce qui occupe ces espaces-là, pour qu'il y ait les comportements? C'est de la protection civile qu'il est question. Nous restons, c'est pour ça que je dis que nous faisons la sensibilisation dans les marchés. Mais en plus de ça, il faut savoir que la sécurité coûte trop cher. On ne va pas être peut-être envahissant ou on ne va pas forcer les gens, mais on donne des conseils. Nous avons des avis techniques. Il appartient donc, après notre rapport, aux autorités qui déclareront que cet établissement est dangereux de le fermer jusqu'à ce qu'il respecte les normes, qui se conforment à la réglementation. Est-ce qu'il y a de complaisance, la permettez que j'insiste, colonel, tout autour de la zone de la SCDP, la société camerounaise des dépôts pétroliers, il y avait des séries d'incendies ici à Douala, dû au fait qu'il y a eu occupation anarchique de ces espaces-là alentour, et aussi, je crois, un trafic illicite, je crois, du carburant. Alors, est-ce que ces bonnes mesures ne peuvent pas être prises en amont pour que vous ne soyez pas tout le temps mis devant les conséquences? Justement, vous savez que vous avez parlé de la prévention. Une des missions des sapeurs-pompiers, c'est la prévention. Actuellement, dans toutes les villes où les pompiers sont installés, les commissions qui sont chargées de la construction de permis de construire, les pompiers sont représentés et donnent leur avis. Donc, le lotissement, tous les projets, les pompiers sont impliqués et donnent leur avis technique. Il suffit seulement qu'il y ait encore ce qu'on appelle une commission de sécurité qui doit descendre pour vérifier le suivi effectif, parce qu'on ne va pas vous autoriser à construire un immeuble R+2, on se retrouve avec une personne qui est en train de construire 6 étages, sans respecter les normes, ni pour l'étude du sol, ni pour la construction même, les matériaux de construction de ce bâtiment, ni les installations électriques et les sanitaires, parce que l'eau aussi fait les dégâts autant que l'électricité, vous le savez. Donc, il faudrait que c'est un travail de longue haleine, il y a des comportements à changer, et il faut savoir, c'est pour le bien de tout le monde. Quand vous mettez votre argent, vous investissez pour construire, et que vous ne prenez pas les dispositions pour protéger, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et les pompiers sont disponibles pour vous aider. Je dis à Mbombo tout à l'heure, il m'a posé la question, est-ce que je suis à l'aise ici? Je suis monté 6 étages, je n'ai pas vu un extincteur. Je suis dans vos studios, vous pensez que je suis à l'aise. Je commence par vous-même et c'est un conseil gratuit. Vous ne m'avez pas appelé pour faire une visite. Vous n'avez pas bien regardé, vous n'avez pas bien cherché. Il y en a aussi, mais l'extincteur ne doit pas être caché. Vous comprenez, il doit être visible de tous. Et de deux, le couloir, pour un meuble à 6 étages, le couloir doit être bien dégagé. J'ai vu les obstacles dans vos escaliers. Je commence à vous donner donc une sensibilisation gratuite que vous devez appliquer. Mais vous nous dénoncez. Pour votre bien. Je ne vous dénonce pas, mais je pense que c'est gratuit, vous allez en profiter. Mon colonel, vous êtes d'ici et vous montrez où on met l'extincteur. Vous n'avez pas besoin de me le montrer, il devait être visible de tous. Ça me dépasse à prononcer. Mais je vais encore dire, pour tous ceux qui ne connaissent pas le code, c'est le 118. Parce qu'il y a des gens qui restent au quartier, disent qu'on appelle les sapeurs, ça ne passe pas. Maintenant, leur slogan, c'est ça qui me plaît. Le slogan, c'est être au service des citoyens. C'est ça, non, mon colonel? Tout à fait, les pompiers. Je coupe court avec ma dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de ces enfants qui restent dans les quartiers? Ils manquent. Il y a incendie, c'est ma banda. Oh, il y a incendie. Vous faites comme. Qu'est-ce que vous pensez de ces enfants-là? Nous sommes justement en période de vacances et vous faites bien de le souligner. Nous avons beaucoup d'appels fantaisistes. Ceci nous fait dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de carburant, beaucoup de moyens et parfois occupe les lignes pour des gens qui ont vraiment besoin des sapeurs-pompiers. Dites à vos enfants que les parents sensibilisent les enfants. Tout le monde a le téléphone maintenant. Ne composez pas les appels, les lignes, n'occupez pas inutilement
les lignes de secours. Il faut utiliser les lignes de secours quand on en a besoin, parce que quand on a besoin de sapeurs-pompiers, on prend le temps de l'appeler, il répond et puis il arrive. On va terminer, on a une petite minute pour conclure. Bon, vous avez une dernière chose. Tout à fait, Sam. Il l'a dit tout à l'heure et ça me réjouit qu'il y aurait une unité vers Yassa. Mais comment vous avez parlé tout à l'heure qu'on vous associe généralement dans les plans d'urbanisation? Lorsque vous regardez Yassa, Bangaba Koko, Nkolbong et tout, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que le lotissement, est-ce que l'occupation des sols et tout ce qui est en train de se passer là-bas suit les normes? Est-ce qu'il n'y a pas que ces quartiers. Il faut déplorer l'urbanisation sauvage. Que les villes s'élargissent sans respecter les normes. Ce qui fait en sorte que ni les adductions d'eau, ni les accessibilités ne sont disponibles pour le secours. Même pour vous qui habitez dans ce quartier, c'est dangereux. Un jour, vous parlez d'inondation. Vous voulez sortir, il y a risque d'inondation. Vous avez dit que la communauté, nous sommes associés, et vous effectivement, n'interdisez pas certains genres de construction. Vous voulez qu'on ne va pas les détruire, ça va progressivement, avec la sensibilisation. Vous devez dénoncer. Nous le faisons, nous dénonçons. Il faut savoir aussi que ça va prendre du temps. Il y a un plan d'urbanisation. Ça, c'est de la complaisance. Vous êtes encore interarmé, donc vous devez faire preuve de fermeté pour préserver les vies. Nos avis techniques doivent être respectés. Tout à fait. Ça va prendre du temps. Je crois qu'il y a le social qui est là-dedans. Je pense qu'on ne va pas développer tout un quartier. Voilà, une question de téléspectateur. Oui, justement, on a Phil depuis Concarneau qui demande pourquoi il n'y a pas de sapeurs-pompiers civils ou réservistes comme en Europe. Le Corps national sapeurs-pompiers, je crois que le Cameroun va, avec le temps, s'orienter vers le volontariat, qui est vraiment aussi à encourager. Ça apporterait des gens plus disponibles et des pompiers peut-être civils pour épauler dans des villes peut-être de moindre importance. Il demande également pourquoi est-ce que, ou alors si les agents de sécurité sont formés comme équipiers de première intervention en incendie. Ceux qui demandent au Corps national sapeurs-pompiers d'avoir une formation, ils sont formés. Mais généralement, c'est beaucoup plus des gens dans les entreprises et qui dans des industries qui demandent ce genre de formation. Mais ce serait souhaitable que dans un immeuble comme celui-ci, que même les gardiens soient formés. Merci beaucoup, colonel Mikaïla. Avec la permission de la réalisation, en une seconde, une dernière chose sur les inondations. On a vu ce que ça a pu créer comme conséquence en Sierra Leone, ces coulées de boue, ces inondations. Vous dites que Douala commence à être à l'abri. Est-ce que vraiment on peut être... on peut considérer que nous somme à l'abri de ces inondations? Nous ne sommes pas à l'abri. J'ai dit que les travaux, il ne m'appartient pas ici de le déclarer. Il y a des autorités qui pilotent le projet de drainage des eaux pluviales de Douala. Et cette année, si on n'a pas intervenu sur le terrain, je pense que ça commence à porter les fruits. Merci beaucoup. Vous êtes le commandant du groupement, 20e groupement du Corps national des sapeurs-pompiers pour le littoral et le sud-ouest, c'est ça? Le 20e groupement de sapeurs-pompiers occupe la région du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest et de l'ouest. Wow. Donc vous avez 4 régions à vous tous. Voilà. Donc on a été honoré de votre venue sur ce plateau. Le Zénith prend une pause en musique. Mesdames, Messieurs, la deuxième partie, c'est juste après. Au financement de la maison. Et lorsqu'elle doit enfanter avec douleur, elle est toute seule. Les hommes arrêtés un peu. Mais c'est l'ordre normal de la nature. Ok. Mais voilà, les femmes doivent faire entièrement confiance à leur conjoint. Cela pourra éviter les quiproquos dans le couple. C'est Ngueban qui signe ce message. Et surtout celles qui gagnent beaucoup d'argent. Elles doivent montrer à leur mari leur vrai salaire, leur vrai revenu. Hein? Oui, Okay. tout à fait. Je pense que la femme doit soutenir son mari pour qu'il y ait du progrès dans le couple et dans la famille. C'est la mère, le père et les enfants. Madame Papelé. Voilà. Cet autre message qui nous dit que ma femme travaille comme moi, nous gagnons sensiblement la même chose, mais c'est moi qui paye tout, loyer, nounou, scolarité. Récemment, notre enfant était malade, il a fallu que ce soit moi qui paye à distance les médicaments de 1600 francs par Orange Money. Je reconnais quand même que l'argent que je donne pour la ration est en deçà de ce que nous mangeons par mois. Enfin. Est-ce normal? C'est Abdallah qui nous écrit depuis... C'est pas normal. Je crois que c'est une femme qui a besoin d'être sensibilisée encore et parce qu'il faut bien le reconnaître, les vertus du mariage dans un couple reposent essentiellement donc sur le dialogue et la bonne entente. On l'a dit tout à l'heure en première partie, je ne crois pas que cette femme ait raison.
Surtout, elle a un salaire équivalent à peu près à celui de son époux. Donc, elle ne peut pas refuser de payer une bonne partie. Et si je ne travaillais pas, il allait faire comment? Ici, on Qui travaille. considère que je ne travaille pas? On ne fait pas l'histoire avec les si. Oh. Charles Hamel le disait tout à l'heure, nous qui sommes mariés, le maire nous le disait, au sortir, il disait, sache que ton épouse va s'occuper d'elle-même et de sa famille. En réalité, c'est parce que les officiers d'état civil le disent précisément pour éviter les problèmes. Parce que les femmes ont cette propension-là. Elles oublient généralement que c'est elles qui gardent les biens de la maison. Elles sont les comptables matières de la maison. Et qu'en priorité, si elle gagne, elle doit dire à son mari que je gagne 1 million. Et les voici, ces 1 million-là. Donc même si elle veut dépenser ces millions qu'elle a gagnés avec la sueur de son front, son mari doit donner son avis. En principe, c'est ça les normes. Même en Europe, c'est comme ça que ça se faisait à une certaine époque. La suite des messages, on a bienvenu Babadjo qui nous dit, à propos de la colère de Charles Hamel, quel peut être l'apport de ces ordinateurs qui ne verront peut-être jamais le jour par rapport au problème de chômage des jeunes diplômés au Cameroun. Voilà, donc un prêt de 75 milliards en plus. Oui, non, officiellement, l'orientation n'était pas mauvaise quand même, parce que certains Camerounais étudiants avaient montré leur dynamisme dans ce qu'on appelle les start-up. Donc, il était question, si on va l'appliquer, que ces ordinateurs, on va les donner aux plus méritants et qui auront également les connexions Internet et un certain, comment je veux dire, communauté d'étudiants qui vont évoluer par section, par option dans les universités et grandes écoles données. Donc, Serge Yanou, depuis la page Facebook de l'émission, nous dit le salaire de la femme, chacun devrait gérer son salaire sans imposer à l'autre. La femme n'est pas un sujet de son mari et doit être libre de sa gestion salariale. Nous avons toujours prôné l'inégalité des sexes et alors si l'homme est du sexe fort, qu'il soit fort dans tout. Nos femmes font des dépenses très positives dans le foyer sans nous impliquer. Le consentement de la femme conditionne le partage. Il ne faut rien lui imposer car elle reste la plus sensible dans l'association. Plus elle gagne de l'argent, elle réalise pour le bien de la famille sans impliquer son mari. Les femmes doivent néanmoins noter que leur contribution dans le couple stimule le mari à investir sur le long terme, faute de quoi, au 3e âge, on reste locataire avec des enfants non scolarisés. Le jour qu'il apprendra que sa femme a conçu un immeuble quelque part, et ce sera son frère qui va lui dire, il comprendra de quoi nous parlons là maintenant. La femme ne doit pas être libre dans la gestion des fonds. Elle doit informer son mari. Et c'est son mari, c'est avec son mari. Mais vous parlez de dialogue. Le dialogue arrive à quel niveau? Donc vous trouvez normal qu'une femme... On a tous préconisé le dialogue, mais sauf que vous imposez. Ce n'est pas imposer, informer, déclarer, n'est pas imposer. Dire à votre mari que je gagne 1 million. Voici les 1 million. Vous soutenez cette thèse-là tout simplement parce qu'il faut prévenir le fait que... Mais il faut toujours... C'est vous qui parlez de si la maladie, si ceci, c'est vous qui parlez de si. Donc nous aussi on dit il faudrait que la femme dise à son mari, je gagne ça, je gagne ça. Voilà ça. Merci beaucoup. Madame, la suite, c'est les réseaux sociaux à présent. Vous donnez la revue des actus du net. Ok, voilà pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux. Donc en première information, on a cette sortie du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, qui interdit la vente conditionnée des manuels scolaires. Il s'agit donc de cette activité qui consiste pour les responsables d'établissements scolaires à exiger l'achat des tenues et manuels scolaires au sein de l'établissement avant toute inscription, cela interdit par le gouvernement. Donc, selon le ministre du Commerce, même les prix officiels des livres ne devraient pas être changés. Voilà. Oui, tendance. Enfin, je peux respirer. Si on pouvait un peu comme ça, on baisse le prix des livres. Moi, j'ai au moins 8 enfants, sans compter les enfants de mes soeurs, sans compter mes propres enfants, sans compter les enfants que j'ai deux comme ça dans la vie. Oh non, chien gomme non. C'est bien fait mon père parce que l'histoire de tenues scolaires, il a oublié les livres, les fournitures, les livres. Il a parlé des livres. C'est bien. Tu es à la maison avec un enfant, tu te dis que maman, mon livre de mathématiques, mon livre d'anglais, là, c'est obligé qu'on achète ça à l'école. C'est bien comme ça. Papa, pardon, baissez même les prix des cahiers, même les prix des tenues. Donnez un taux forfaitaire, s'il vous plaît, pour qu'on respire un peu. Oh! Sauf qu'il s'est mal comporté. Ça ne relève pas de son domaine. Ça relève du domaine du ministère des enseignements secondaires. Ça ne relève pas du ministère du Commerce.
le ministère du Commerce arrête à l'homologation des prix de vente des livres, point. Mais conditionné, non, ce n'est pas lui, c'est du ministère et ce n'est pas la première fois. Ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on parle d'arrêter de vendre les tenues dans les établissements scolaires, d'arrêter de vendre les livres dans les établissements scolaires. Mais ça continue d'être appliqué dans l'ensemble de nos établissements où lorsque vous arrivez, on vous dit d'ailleurs, dans ces établissements scolaires privés qui emportent sur le public, on change les tenues pratiquement tous les 2-3 ans. Il faut acheter. C'est la femme du fondateur ou du responsable de l'établissement qui a le gombo des tissus. C'est chez elle que vous allez acheter 13, 14, 15, parfois 16 000 francs le tissu. Lorsque ce n'est pas chez elle que vous achetez, on vous envoie chez une couturière, c'est les livres que vous allez acheter, c'est les tenues que vous allez acheter. Parce que lorsque vous arrivez à un livre, on va vous dire non, ce n'est pas le livre qu'on utilise, ce n'est pas ceci, il faut repartir, il faut plutôt ici, il faut plutôt ça. Donc je pense qu'il faudrait que le ministre des enseignements secondaires descende sur le terrain pour véritablement appliquer cela. Bon, il reste que c'est une activité commerciale. Et si on a un ministre des enseignements secondaires qui, lui, ne fait pas le job, je pense que l'action de Mbarga Tangana peut être encouragée. Oui, encouragé, mais il va contrôler comment, il va sanctionner comment. Puisque lorsque l'élève, lui, Charles Hamel parlait des établissements privés, Charles Hamel, même dans les lycées, dans les établissements publics, ça existe. Les enseignants arrivent, moi mes enfants, ils subissent ça tous les jours. Ils arrivent, l'enseignant leur dit oui, il y a un livret de 2000, de tel, que vous devez acheter. Lorsque vous venez parlementer auprès du censeur, du suivant général, il vous dit, mais l'enseignant a choisi, l'élève a fait comment? Vous achetez le livre. Donc cette fois-ci, il faudrait que le ministre, son collègue des enseignements secondaires, appuie cette mesure-là et fasse le contrôle pour ne pas exiger aux parents qui ont déjà acheté les livres homologués d'en rajouter encore. Alors, Megui, est-ce que ce n'est pas une action concertée entre les deux ministères? Moi, je pense que c'est une action concertée. Je ne pense pas que le ministre du Commerce peut de façon arbitraire marcher sur les plates-bandes du ministre de l'enseignement secondaire. Donc, ça doit être une action concertée. Il a sûrement le droit de faire cette sortie-là parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit d'une activité commerciale. La vente des manuels, la vente des tenues, c'est une activité commerciale. Donc, je pense qu'il a le droit de réagir. Alors, il n'a pas ce droit. Si ça concerne les manuels scolaires, oui. Il a tous les droits. Mais les tenues, non, c'est ça. Manuel scolaire. Manuel scolaire, livre, cahier, je suis d'accord. Je suis d'accord à ce niveau. Mais s'il faut associer les tenues, associer et tout cela, non, ça relève du ministère des enseignements secondaires. Bon, maintenant, c'est le bien fondé de l'opération, la finalité qui est d'éviter quand même d'imposer toutes ces pratiques aux parents. Donc, si le résultat peut commencer à être implémenté, bon, c'est pas bien mauvais, peut-être, Megui. Voilà, donc, Mbarga Tangana, qui a quand même l'art de faire toujours des sorties uniquement à l'occasion des périodes fortes comme les fêtes de fin d'année et les rentrées scolaires. On aimerait quand même avoir affaire à un ministère du Commerce aussi, que l'on voit sévir sur le terrain en tout temps et en tout lieu, à travers les marchés et les complexes commerciaux, pour homologuer les prix et veiller au bon respect, parce qu'à l'époque, on avait évoqué le cas de ces contrôleurs qui ne font pas bien leur boulot. Et même le mois de septembre, c'est la saison cacaoyère. A-t-il quel moyen dont dispose-t-il pour contrôler les balances là, pour contrôler le prix pratiqué dans les kilogrammes de cacao dans les régions et les départements? Donc ça, ce ne sont que des mesures de type cosmétique et folklorique qui visent à faire parler de soi, puisque c'est une grande occasion. Et voilà, et Mbarga Tangana, on rappelle qu'il était dans son village, je crois, la Meuf ou à Famba, voilà, pour une fête en direction du RDPC. Et il fait partie de ces ministres, parce que je l'ai vécu personnellement lors des dernières campagnes électorales, qui utilisent les moyens d'État pour aller faire leur campagne en tenue du parti. Donc, c'est-à-dire les véhicules et tous les fonctionnaires, ils vont au village. Voilà. Donc, et c'est un ministre qui a mis beaucoup de temps. On a régulièrement dénoncé cela, cette longévité à des postes qui font que les gens, ils font ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. Donc, moi, je n'ai plus du tout envie de parler de ces ministres-là, Luc Magloire, Mbarga Tangana, parce qu'il a trop duré à cette fonction et il mériterait d'être remplacé. Voilà. Que direz-vous de Madeleine Tuenté? Voilà. Donc, ils sont nombreux comme ça, voilà. Mais on peut poursuivre avec la deuxième information. C'est une vidéo que nous vous proposons du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui, lors de la célébration de la fête des forces de défense qui a eu lieu il y a quelque temps du côté du Zimbabwe à
à Harare plus précisément, on a noté donc un président, ce président âgé de 93 ans qui avait du mal à se déplacer. Il marchait à peine soutenu par les personnes qui l'entouraient. On se demande avec les internautes, hein, est-ce que c'est possible de se maintenir au pouvoir alors que même la force physique, hein, on ne l'a plus, comme vous pouvez l'observer. Voilà, c'était carrément difficile à voir, difficile à surmonter. On ne comprend pas ce qui se passe. Bon, je crois qu'il faut s'en prendre primo au peuple zimbabwéen qui est anesthésié, qui ne peut pas se mobiliser et se révolter face à ce potentat qui s'accroche. Il avait déjà dit, lui, il va boire le calice jusqu'à la lit, le pouvoir jusqu'au bout, il l'a dit, et tout le monde le sait. Donc, on n'a pas besoin de s'étonner. Ce sont les Zimbabwéens eux-mêmes qui encouragent ça, c'est ce qu'ils veulent. La même observation pourra être faite en direction des Camerounais aussi, qui ont leur part de chef d'État, qui n'est pas très très loin de ce qui est en train de se vivre du côté du Zimbabwe aujourd'hui. Et troisièmement, je vais un bon bloc ici indexer l'Union africaine, la communauté des États d'Afrique, qui ne veut pas prendre les mesures visant à réduire la durée au pouvoir, des mesures coercitives pour imposer à nos chefs d'État de ne pas tronquer les constitutions pour se maintenir au pouvoir, de ne pas tenir leur gouvernement, leur pays en haleine comme ça. Mais c'est vrai que vous êtes souvent assez tolérant vis-à-vis du cas de Bouteflika en Algérie parce que vous pensez que les institutions fonctionnent là-bas. Mais moi, je dis non, quand on est fatigué, il faut prendre le temps de se reposer. Hier, on a bel et bien commenté l'image des 3 chefs d'État du Ghana qui s'étaient retrouvés tous ensemble. Oui, Samna, non, vous avez raison. Non, je ne peux pas contester ce que vous dites là. Quand on est fatigué, surtout quand on est malade, comme le cas de Bouteflika que j'aime bien, parce que c'est un nationaliste, ou Mugabe que nous appelons le camarade Bob. Il faut bien qu'il se repose. Bouteflika, vous tolérez, c'est ça? Non, j'ai dit, vous l'aimez bien. Oui, je l'aime bien. Non, je ne tolère pas. J'ai dit il aurait pu se reposer, se retirer depuis longtemps. Même Mugabe aurait pu se retirer depuis longtemps. Mais je les aime bien parce que c'est les combattants. Mais pourquoi on en arrive là? C'est de l'OUA, l'Union africaine que vous parlez aujourd'hui, Sam, c'est précisément parce que ces institutions n'existent que sur du papier. Regardez, ils ne peuvent même pas imposer la libre circulation des biens et des services, alors qu'ils ont eux-mêmes, ces 2 institutions, l'OUA hier et l'Union africaine aujourd'hui, impulsé ce qu'ils ont appelé sur le papier les regroupements régionaux. On vous parlait de la CEMAC, de la CEDEAO, de la SADC, du Maghreb, mais on n'impose pas, par exemple, au gars de la CEMAC de faire un marché commun. Donc, ils n'ont pas cette capacité. Donc, je partage votre point de vue sur ce point encore là. C'est-à-dire que vous allez voir à l'Union européenne aujourd'hui, on va vous dire, vous venez, certains chefs d'État viennent appuyer un autre qui appuie l'Union européenne. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Angleterre. On leur a dit, ne sortez pas. Voilà. Maintenant, lorsque l'Angleterre sort, ça rétrécit l'image. Donc, ils sont allés, ils veulent aller vers la fédération, alors que nous voulons rester dans nos micro-États qui ne servent à rien. Même si, pour Mugabe, on peut, comment je vais dire, glorifier le fait qu'il ait quand même amené son pays à l'indépendance, à la souveraineté, mais au moins, il aurait pu penser à un dauphinat, à être remplacé. Il ne va pas nous dire que dans la ZANU-PF, il n'y a que lui. Non, ça veut dire... Alors, Mugabe, merci Mbombo. Le cas de Mugabe interpelle aussi son épouse. Je crois qu'elle a fait l'objet d'un procès parce qu'elle a frappé une mannequin en Afrique du Sud. On aurait même pu... oui, là, je justifie. Justement, c'est pas bon. Une première dame, elle a été attaquée. Là, on n'en parle pas. C'est là où moi, je... Comment ça, elle a été attaquée? Vous avez vu l'image de la mannequin qui a reçu un coup sur la tête là? Oui, mais elle a été attaquée verbalement. Vous avez vu en France, ça se faisait. Lorsqu'on insultait Sarkozy, il insulte également. Lorsqu'on jette de la farine sur Hollande, ils réagissent. Voilà le truc. Même maintenant... Non, vous n'avez pas raison de tolérer l'action de l'épouse. J'ai raison. Est-ce qu'on a raison d'insulter une première dame? Est-ce qu'on a raison d'insulter une première dame? Non. Pour ne pas... Non. Lorsque nous sommes manipulés par les médias, les Occidentaux, que vous dites, le dictateur Mugabe, le dictateur Kadhafi, le truc... On relaye et on dit n'importe quoi alors qu'elle est en train de présider un truc qu'elle n'est même M. Biya a souvent subi ces mêmes choses aussi quand il voyage. Voilà, mais il n'a pas réagi. Quand on est à un certain niveau, ça veut dire on ne réagit pas. Mais oui, Sarkozy, Hollande, ils ont réagi. Ils ont même insulté. Oui, tendance. Sur le père Mugabe qui a de la peine à marcher. Non, moi je ne vois pas qu'il ne marche pas bien. Il marche bien. C'est vous qui voyez qu'il est fatigué.
Comment, s'il était fatigué, il devait se coucher sur un lit. Quelqu'un là, il marche, il avait ses gardes du corps. Voilà comment un président doit sortir. Je ne vois pas de fatigue. C'est que ou c'est mes yeux, ou c'est vos yeux, je ne sais pas. Je ne vois rien de mal. Bon, alors, très bien, il n'y a pas de souci. Charles Hamel, hier, on évoquait le cas de Bouhari aussi. C'est ça, c'est son nom? Oui, voilà. tout à fait. Mouhamadou qui est rentré, lui aussi, assez fatigué. Et finalement, la plupart de nos présidents aujourd'hui, excepté Kabila et Bongo, la plupart, ils sont bien. Ce qu'il faut dire, c'est que ce que vit le Zimbabwe aujourd'hui, c'est ce que vit le Cameroun. C'est-à-dire que c'est tout un clan qui est installé, ce sont eux qui tirent les ficelles dans l'ombre sur tous les plans. Mais à la seule différence que pour Mugabe, c'est un peu différent parce qu'il a essayé de redonner la place que les Zimbabwéens avaient tant recherché face à ces Blancs. Ces Blancs qui avaient occupé toutes les terres, ces Blancs qui géraient tout, la renationalisation, comme ils avaient appelé, la restitution des terres, c'est ça qui le met encore au sommet, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le peuple ne clame pas trop fort parce qu'ils viennent à peine, ils sont encore, n'est-ce pas, d'illusions sous le feu. Voilà, ils sont souverains, c'est un peuple souverain. L'Angleterre ne peut pas les refuser. Je pense que ça, tout l'amour de la personne Bon, c'est vrai qu'il y a quelques opposants qui sont en train de taper le fond, mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore suivi par le peuple qui adore celui-là qui leur a restitué la terre qui est encore aux mains des Blancs, pratiquement toutes les structures. Donc voilà pourquoi il avait, contrairement au Cameroun, où ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont toutes les meilleures terres, les autres sont en train de souffrir. Donc je pense qu'à ce niveau, je ne tolère pas le fait qu'il soit au pouvoir. Il est vraiment fatigué, il est abîmé même. Lorsque vous le voyez, il est abîmé. Il faut qu'il aille se reposer, qu'il raconte ses citations et ses proverbes à ses petits, ses arrière-petits-fils, qu'il s'occupe d'eux et il laisse sa politique en plus jeunes qui vont venir relever le Zimbabwe. Merci. Meki, qu'est-ce que ça vous inspire finalement vous-même? Mais c'est assez désolant quand même de voir une personne qui aujourd'hui devrait se reposer, entourée de ses petits-enfants, de ses enfants, profiter vraiment de ces des années qui lui restent sur la terre paisiblement, faire tout ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire on sent beaucoup d'efforts, on sent... Quand on atteint un certain âge... Il a quand même plus de 90 ans, il devait se reposer. 93 ans, voilà presque centenaire. Vraiment, il y a... même s'il ne dort pas là. Voilà, il y a un moment pour toute chose. Il faudrait pouvoir quitter les choses et puis les laisser aux autres. Parce que là, ça en devient même ridicule. Vous avez... Qu'est-ce que vous cherchez encore? De l'argent, je crois qu'il en a assez. Il a peut-être fait assez pour son pays. Il devrait partir par la grande porte, mais malheureusement, nous sommes en Afrique et puis c'est des scènes qu'on voit tout le temps. Très bien. Bon, on va voir ce que ça nous réserve l'avenir de ces présidents camerounais, zimbabwéens et autres. On prend la troisième information. La troisième information, c'est pour rendre hommage à la diaspora travailleuse, la diaspora camerounaise travailleuse. Et c'est à travers cette jeune Camerounaise établie au Gabon, à Libreville, depuis 1996. Elle s'appelle Suzanne Victoire Koual, 40 ans, qui fait beaucoup parler d'elle sur la toile parce qu'elle vit une passion pour la menuiserie. Elle est extrêmement douée. Donc, un métier qui a été reconnu généralement aux hommes, hein, mais elle le fait avec beaucoup d'excellence. Donc, elle fait beaucoup parler d'elle sur la toile. On peut voir ses œuvres. Voilà, elle se bat du côté du Gabon à Libreville. Elle fait de très très belles choses parce que déjà, non seulement la menuiserie, mais elle fait aussi de la sculpture sur bois. Avec ses œuvres sont très 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 travaillées. Donc voilà, il paraît qu'elle a toujours aimé les métiers d'homme. Elle a commencé par faire chauffeur taxi de ce côté-là pendant 7 ans. Et il y a seulement, je crois, 3 ou 4 ans qu'elle s'est lancée dans la menuiserie. Et voilà, si avec le concours de la réalisation, on peut voir peut-être un peu plus de ses œuvres, si c'est possible. Voilà, donc c'est une belle Camerounaise qui se défend bien de ce côté tendance au Gabon. Comme un garçon manquait ça. Waouh! Mes félicitations. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas? Les femmes peuvent. Je t'encourage, maman, parce qu'avec ça, tu envoies tes enfants à l'école. Mais elle est mariée. Non, elle est avec ses enfants et elle s'en occupe. Voilà une femme. Et c'est souvent les femmes comme ça qui ne trouvent pas de mari. Hein. Tu vois une femme qui se comporte bien, qui se débrouille, mais pour avoir un bon homme, c'est le problème. Maman, je t'encourage. Avec ça, là, ta famille ne va pas souffrir. Aussi parce que, aussi les gens, même si on emprunte les dizaines, ils ne vont pas se marier. Même si vous vous comportez bien.
Non, je ne manque pas. Non, ça n'a pas dit qu'elle lui faut un mari. Non, donc, ça c'est plutôt bien. Elle a Voilà tout. ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise, qui est plutôt appréciable. Elle est son mari, elle est le père de ses enfants, la mère de ses enfants, les Très bien. pieds et les pieds de ses enfants. Et je l'encourage. Les femmes consommatrices qui sont dans le foyer, qui attendent de tout des hommes là, vous-même surtout, vous partez travailler. Oui, avec cette qui peut encore lui dire quoi? On peut l'insulter. Si elle veut boire sa bière, elle achète sa bière, boit. Elle peut se faire plaisir. Si elle va aller manger dans le grand resto, c'est la sueur de son front, c'est la sueur de sa bouche, et elle est tranquille dans sa tête. Je t'encourage, maman. Oui, Charles Amel, sur cette image de ce qu'elle réalise, la compatriote au Gabon. Alors, si c'est une femme qui fait uniquement dans la promotion, je suis d'accord, mais il n'y a rien de nouveau. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Si elle fait la promotion de son travail, oui, on lui tire un coup de chapeau. Ici au Cameroun, nous avons des femmes qui fabriquent les chaussures, nous avons des femmes qui grimpent sur les poteaux, qui vont faire des dépannages à des hauteurs dans le ciel. Nous avons des femmes, et j'ai récemment vu encore cette dame au niveau de Bonanjo qui nettoyait, elle montait à hauteur, nettoyait les vitres, les vitres d'un immeuble de ce côté. Vraiment, ça m'a... Nous avons reçu même ici à l'époque une femme cordonnière. Voilà. Bon, mais en réalité, c'est pour rendre hommage à toutes ces femmes. C'est pour ça que je dis que si c'est par rapport à ça, oui, on peut accepter. Mais en termes de nouveauté, vraiment... Bon, disons qu'on est installé au Gabon, bon, puisque les Gabonais sont réputés être un tout petit peu paresseux, donc ce serait bien que la Camerounaise là-bas puisse leur donner un bel exemple, finalement. Oui, c'est un exemple, surtout qu'elle est partie du taxi. Taxi, elle se retrouve subitement à faire de la menuiserie. Non, je lui tire un coup de chapeau en termes d'initiative, mais les initiatives femmes, il y en a plein. Et je pense que de plus en plus aujourd'hui, les femmes veulent se mesurer aux hommes, elles veulent faire l'ensemble de tous les travaux nécessaires, mais je pense qu'elle devrait peut-être organiser un salon. Je m'attends à ce qu'elle organise un salon du bois, par exemple, au niveau du Gabon, qu'elle fasse quelque chose qui va véritablement éblouir et faire ressortir son talent que d'exposer l'ensemble de ses œuvres. Oui, Mbambok, il y a une tendance à évoquer le regard que certains hommes peuvent avoir vis-à-vis de ces filles qui font les métiers d'hommes. Oui, oui, c'est compliqué, Sam. Pour elle, vous avez dit qu'elle élève ses enfants. Sûrement que sur le côté sentimental, ces genres de filles éprouvent souvent certaines difficultés. Mais est-ce que le problème vient d'elle? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore enquêté sur le problème. Mais ici, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Et je pense que notre ami gabonais qu'on avait reçu ici nous avait exploré certains problèmes. C'est-à-dire, si on était ouvert, il avait déploré le fait que les Gabonais et les Camerounais, c'est pratiquement les mêmes souches ethniques, les mêmes souches et tout, et les mêmes habitudes, et que eux, ils étaient moins nombreux sur le plan numérique. Ils n'atteignent pas 2 millions d'habitants. Donc, en fait, si au niveau de l'Union africaine ou même de la CEMAC, on avait procédé à cette intégration sous-régionale, je pense qu'elle se sentirait comme camerounaise au Cameroun, au Gabon, entre guillemets. C'est-à-dire que les échanges auraient pu être de manière plus fluide. Et même le salon dont parle Charles Amel, c'est-à-dire que ce soit au Gabon ou au Cameroun, il y a un salon sur les métiers de bois, ainsi de suite. Il y aurait eu des échanges vraiment qui auraient boosté l'économie de nos sous-régions. Voilà. Mais est-ce que nos chefs d'État, nos dirigeants pensent à des initiatives pareilles? Malheureusement, non. Ok, merci. Meggy, votre commentaire rapidement sur cette dame? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on note quand même que depuis un certain temps, la diaspora camerounaise est représentée sur la toile par des Camerounais qui ne nous font pas toujours honneur quand on voit des clashs, des vidéos de nos sœurs, de nos compatriotes qui passent le temps à s'insulter, à se lancer des pics, à faire des choses pas toujours honorables. Donc pour moi, c'était une image importante parce qu'on en parle sur la toile. Ça montre que à côté de cette diaspora-là qui ne nous fait pas toujours honneur, il y a cette grande majorité de nos compatriotes qui se battent véritablement à l'extérieur, des femmes comme des hommes qui gagnent dignement leur vie. Et pour ça, il faudrait peut-être les encourager. C'est vrai, vous avez parlé globalement de la diaspora, donc représentée par les Camerounais installés dans les pays étrangers, africains comme occidentaux. C'est bien d'interpeller celles-là qui sont en Occident davantage, qui préfèrent souvent se complaire plutôt dans d'autres types d'activités au lieu de serrer la ceinture et retrousser leurs manches pour bien bosser et trouver du boulot. On va prendre un de nos partenaires à présent, intitulé Vergéturov. Bien vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures, heureusement il y a Vergéturov.
votre crème anti-vergitueux fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique. Et comme c'est une question de femme, donc je laisse le soin en tendance de discuter de cela avec Mariette. Bonjour. Mariette, good morning. Bonjour, Tendance, mais je dirais simplement à Sam que ce n'est pas une question de femme. Davantage, c'est une affaire de femme, vraiment. Parce que moi, Je ne me sens pas... Les hommes également en souffrent. Hein. il y a les hommes qui ont les vergetures. Ah bon? Ça- Oui. Je vais vous commencer par la première question à Marianne, que maman, pardon, dit non, parce qu'il y a les gens qui disent que Vergiturof, là, selon quel produit? Ça soigne même, ça fait même ceci. Explique encore à toutes les femmes ou encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, bonjour chères dames, bonjour chers messieurs. Je reviens ce matin vous annoncer la superbe nouvelle qui est la suivante. Cessez la polémique autour de Vergiturof, car Vergiturof est effectivement efficace. Vous qui souffrez des vergetures dues à la grossesse, vous qui souffrez des vergetures dues à une variation du poids, c'est-à-dire une prise ou une perte brusque, vous qui souffrez des vergetures dues à une insuffisance en fibres cutanées, vous qui souffrez des vergetures dues à un manque de collagène dans votre organisme, terminez vos angoisses, finis vos soucis, car Vergiturof est la solution à tous vos problèmes. Maria, tu sais que parfois il y a les grosses vergetures là. Est-ce que ça parle à tout genre de vergetures? Alors, Vergiturof lutte sur tout type de vergetures, c'est-à-dire les plus anciennes, les vergetures datant d'1 an, les vergetures datant de 2 ans, les lâches, les fines. Vergiturof lutte efficacement sur tout type de vergetures. Mais on utilise ça comment? Alors, pour utiliser vergeture, c'est assez simple. Vous nettoyez la zone à traiter, vous prélevez une portion généreuse de produit avec la spatule, bien entendu. Vous appliquez sur les vergetures. Vous frottez pendant 2 à 3 minutes par des mouvements circulaires jusqu'à obtention d'une sensation ou alors de la chaleur. Preuve que le produit a effectivement pénétré. Vous répétez cette action 1 à 2 fois par jour. J'ai ma belle-sœur qui est à Bamenda. Elle ne fait que m'appeler pour dire, ouais, attends, est-ce qu'on ne vend pas ici à Bamenda? Je veux maintenant ce matin qu'il faut que tu expliques dans tous les points de vente, même si tu es à Bafang ou même si tu es à Baganto, est-ce qu'on peut trouver ça dans les points de vente? Alors, nous avons les différents points de vente. À Garoua, nous avons au marché central la parfumerie Kaka. À Maroua, au marché central parfumerie Fashion et Moutak Dabo. À Gaoundéré, parfumerie Bito. À Bamenda, parfumerie Supermarket New Life. À Ibolova, marché du lac, parfumerie Abdou. À Douala, dans tous les magasins Santa Lucia et Maïma. À Yaoundé, dans tous les magasins Santa Lucia et Maïma. À Tiko, la parfumerie Bobo. À Limbe, parfumerie New Market. Et je vais encore dire à tous ceux qui nous regardent ce matin, les femmes qui passent le temps à m'écrire inbox sur Facebook, que ouais, tant, j'ai fait comment pour avoir le numéro. C'est dur, parfois ils ne retiennent pas. Donc Marie va vous donner les numéros, one by one, donc va mollo, pour que les femmes là écrivent. Alors, pour ceux qui désirent représenter nos produits, ou alors ceux qui désirent commercialiser nos produits, nous répondons au 694 88 84 57, 694 88 84 57, 670 76 autant pour moi, 05 10 06, 676 05 10 06. Même les vergetures qui collent sur la peau, les gens que ça ne quitte pas, non? Les plus anciennes tendances, Vergiturof est efficace. Ce n'est pas de la publicité mensongère. Arrêtez la polémique autour des vergetures. Les vergetures se soignent. Vergiturof élimine efficacement les vergetures. Merci bien. On va dire, ça s'appelle Vergeture Off. Voilà, donc bien sûr. Voilà, à la prochaine. Merci. Les résultats sont visibles dès le 7e. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergiturof, votre crème anti-vergetures fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergiturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergiturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergiturof repart et protège. Vergiturof, le miracle du cosmétique.
Voilà bien la suite de ce programme. Il est maintenant venu le temps de prendre la prochaine rubrique qui s'intitule Interpellation. En ce qui concerne le pays, il doit vraiment se développer, mais il faudrait que chacun essaie de mettre la main dans la pâte. C'est vrai que si on regarde tous les compartiments, ça ne va pas vraiment, mais avec l'effort du gouvernement, les choses essayent d'aller un peu mieux. Mais pour le moment, ce qui est important pour les Camerounais actuellement, je pense, c'est la CAN 2019, où c'est encore une illusion pour tout le pays. Mais je pense que si tous les Camerounais essayent de s'allier pour que cet événement soit un événement commun, propre à tout le monde, je pense qu'on va arriver. Donc pour le moment, on a un problème de stade, on a un problème d'infrastructure, mais je pense que si nous tous on essaye de se mettre en accord ou bien on essaye de former un bloc, je pense que cet événement va réussir. Donc pour le moment, c'est le seul événement qui est la priorité pour tous les Camerounais. Et j'espère qu'avec la sortie, les paroles du chef de l'État sur l'organisation de cette CAN et avec la mobilisation de tous les Camerounais, je pense que les choses iront mieux. Et voilà un compatriote qui a été frappé par le discours présidentiel autour de la CAN. Pour lui, il n'y en a que pour la CAN désormais. C'est une belle priorité pour nous. Oui, c'est ça, vraiment, ça me désole un peu. Bon, qu'il me pardonne, je ne l'insulte pas. Mais lorsqu'un chef de l'État amène son peuple au divertissement, il a commencé l'intervention en disant que tout le monde mette la main à la pâte pour le développement du pays. J'ai envie de lui poser la question de savoir, mais on a demandé aux citoyens de faire quoi? Nous sommes dans un pays où tout est à construire et on vous dit qu'il n'y a rien à faire parce que le chômage a atteint le haut niveau. Il n'y a rien à faire. Nous, les citoyens veulent travailler et on leur dit il n'y a rien à faire. Et on leur dit bon, la CAN, allons-y. Et ils voudraient qu'on s'y lance dans le divertissement. Après la CAN, ce sera quoi? La CAN, on va rester là avec les stades, disant où il n'y a pas de bons championnats. On va rester là avec les hôtels où l'industrie touristique n'est pas développée. Bon, vous n'allez pas être rabat-joie aussi. Bon, peut-être que mes guides permettra qu'on puisse revenir sur les bien fondés des réalisations de la CAN. Quand une CAN passe dans un pays, elle laisse quand même derrière bien de belles choses. Voilà, moi j'ai une logique toute simple, Sam Sévérin. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu cette CAN-là pour que nos dirigeants pillent l'argent de l'État. On n'a pas attendu cette canne-là pour que le pays soit endetté. Ouais. On n'a pas attendu cette canne-là pour constater qu'on manque d'infrastructures. Donc moi je dis que après cette canne, même si elle n'avait pas été attribuée au Cameroun, il y aurait encore eu des pillages, il y aurait encore eu de la corruption, il y aurait encore peut-être eu même pas de stade. Il n'y aurait même pas eu des hôtels qui vont peut-être pousser, on ne sait pas quel nombre ce sera. Donc je dis que peu importe les moyens, si aujourd'hui au moins la canne peut nous permettre d'avoir ces stades, ce sera déjà des acquis. Si la CAN peut nous permettre d'avoir quelques routes bien bitumées, ce sera déjà des acquis, parce que même si elle n'avait pas été attribuée au Cameroun, on n'aurait pas été sorti du classement des pays endettés, on n'aurait pas été sorti du classement des pays corrompus. Donc ça peut déjà... Peut-être qu'avec quelques stades, en espérant qu'ils sortiront forcément de terre, l'Académie du football pourra bénéficier de ces stades. Par exemple, on a un championnat local dormant. Peut-être qu'avec la beauté des stades et même la curiosité des Camerounais qui voudront enfin se sentir dans de beaux stades. Par exemple, à Douala, on n'a pas la culture tous d'aller voir un match parce que ça n'attire pas. Mais avec la réhabilitation peut-être du stade de Bépanda, avec peut-être le stade... Voilà. Ça va changer aussi le comportement de nos dirigeants. Non, ça va peut-être changer, on ne sait pas. Mais en plus, voilà, avec ces infrastructures-là, il faudrait aussi qu'on puisse les préserver quand même. Alors, il y a déjà donc dans l'optique de cette CAN, Charles Armel, des marchés qui se passent, marchés de gré à gré, puisque McGill rappelait
les habitudes en matière de pillage et de détournement. Bon, ça fait déjà les affaires de tous ceux qui sont dans le comité d'organisation. Comme ça avait fait le cas, les affaires de ceux qui étaient aussi dans le comité d'organisation de la CAN féminine 2017, si je ne me trompe. Alors, moi je vous dis, vous avez dit une CAN qui passe laisse de belles choses, va faire profiter. La CAN a fait profiter quoi? Après la CAN, les gens profitaient sur quoi? Quel est ce sur quoi les gens profitaient après la CAN 2017? Mais on est d'accord quand même que les gens se plaignent de ce Pourquoi qui n'est pas on est d'accord que... Les gens pour du Gabon, je dis la CAN des femmes. Des femmes, la CAN des femmes. Ça, c'est une petite CAN. On parle de maintenant, c'est une petite CAN. Je vous rappelle qu'ils ont acheté des véhicules. Ils ont acheté des véhicules pour cette CAN. On ne nous a pas fait le bilan de cette CAN. Combien est-ce qu'elle a coûté? Le rapport, les Camerounais n'ont pas eu droit à ce rapport. Les différents hôtels, les coûts, on n'a rien eu. Il y a eu un silence radio. On ne sait pas les bus portugais qu'on attendait, comment cette affaire s'est terminée. Et tout s'est passé dans l'ombre. Voici un nouveau comité à qui on donne. Ils décident que tous doivent avoir des véhicules. 16 commissions de 10 personnes, 160 membres. Si on achète des véhicules, ça fait 160 véhicules. Mais vous vous imaginez quoi? C'est des dépenses inutiles. Vous pensez que ce scandale, c'est quoi? Ça rajoute à l'endettement. Ça rajoute encore à l'endettement. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité. On est déjà endetté. Et on le saura qui est cette place. Mais le problème, c'est que moi je pense que ce qu'on devrait faire comme interpellation, c'est justement dire à nos autorités que dans l'organisation de cette CAN, vraiment les implorer pour qu'ils fassent preuve d'un peu plus d'humanisme et qu'ils fassent les choses correctement. Parce qu'il faut se le dire, on s'est plaint de ce que dans ce pays il n'y ait pas d'infrastructure. Et quand on parlait d'infrastructure, les Camerounais regrettent qu'il n'y ait pas de stade digne de ce nom, qu'il n'y ait pas de route digne de ce nom, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux vraiment digne de ce nom, qu'il n'y ait pas d'hôtel. Mais maintenant qu'on est engagé dans l'organisation de la CAN, on s'est même plaint de ce que pourquoi un grand pays comme le Cameroun ne peut pas organiser la CAN. Maintenant, c'est là. Le Cameroun a ses réalités, a ses problèmes que même s'il n'y avait pas eu cette CAN, les problèmes auraient été... Ça veut dire que lorsqu'on a le palu, on va dire non. On ne peut pas soigner le palu, ajoutez-nous le cancer. Est-ce que vous savez que de fortes pressions, de fortes négociations, des fortes discussions ont été menées avec M. Nana Francis pour qu'on utilise l'espace qu'il est en train de lancer à Bambou. Est-ce que vous savez que ce sera la bouée de sauvetage du Cameroun? Oui. Je vous le dis aujourd'hui, ce serait la bouée de sauvetage. Parce que vous parlez, c'est l'investissement personnel du chef de C'est une bonne chose aussi. Pourquoi c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Ça veut dire de quel investissement? C'est un hôtel. Il a fait tout à fait un domaine. Tout un domaine. Il y avait des bungalows là et tout, peut 80 chambres. C'est une ville dans une ville dans tous les cas. La CAN, ça veut dire que comme nous ne pouvons pas nous soigner de l'insuffisance rénale, nous demandons au monde entier de nous ajouter le cancer qui va empirer la situation. Ça veut dire qu'on va vers la mort. Non, au contraire, si on voyait les choses à l'inverse, si avec la CAN on peut avoir des hôpitaux dignes de ce nom, on aura... Mais attendez de voir. Au niveau des infrastructures routières, le ministre qui est Langanou Djoumessi a dit qu'il va procéder. M. Biya a dit qu'il s'engageait, donc on attend on n'a pas organisé de CAN des équipes masculines depuis combien d'années? Est-ce qu'il y a eu pour autant des routes? Sam Sévérin. Oui, vraiment. Il ne faut pas qu'on la rajoute alors. Soyons honnêtes. Le temps d'aller passer la commande des plateaux techniques, le temps de mettre dans un bateau, le temps d'arriver, former les spécialistes, installer, aménager. Non. Il y a des spécialistes. Alors, tendance, est-ce que vous êtes comme M. Camerounais qui est déjà aussi plongé dans l'ambiance de la CAN comme une belle priorité? Avec plaisir, Sam. De tout ce que mes gars citaient même tout à l'heure là, que il nous faut les stades, les hôpitaux, même si comme il y aura la CAN au Cameroun, ça va leur permettre de construire tout ça. Moi-même je suis fier. On a besoin de voir notre ville belle, les bonnes routes, les grandes routes même et la sécurité. Les lampadaires partout, ça va nous faire plaisir. Maintenant, le Cameroun va ressembler à Petit Paris. C'est ce que je souhaite. Ne restez pas tout par derrière, vous attachez. Est-ce que ça va mordre? Non, il ne faut pas maudire mon pays. Restez derrière, vous écoutez ce que le gouvernement a dit. Et les autres ne se disputent pas. Ils ont dit, et c'est ce qui va se passer. Donc, je les encourage. Je veux aussi être dans mon pays comme ça, que je me filme, je mets sur Facebook, je dis que quel beau pays. Et qu'on commente bien. C'est pas que me filme, mais sur Facebook, que quel beau pays. On m'insulte, c'est quel pays ça, non? Voilà, merci beaucoup. On prend
un de nos partenaires, le concept Salaka, qui ce matin vient nous présenter le complexe scolaire bilingue Tama, c'est à Bafoussam. Mais d'abord, le spot de présentation. Le temps que cela se manifeste au niveau de nos machines de façon pour constater la mine de s'installer, il s'agira, je le rappelle donc, d'évoquer le groupe scolaire Tama qui héberge donc le célèbre collège polytechnique bilingue Tama. Ça s'appelle le Copobit. Après de brillants résultats aux examens de l'année dernière, le groupe scolaire Wao Tama fait la volonté du peuple et innove. En plus de sa magnifique fanfare, vous aurez droit à un orchestre musical live complet. Le Copobit, c'est l'enseignement technique commercial, premier et second cycle, toute série. L'enseignement technique industriel, premier et second cycle, toute série. L'enseignement général bilingue, premier et second cycle, toute série. Et désormais, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'enseignement technique industriel et commercial anglophone. Le groupe scolaire Wao Tama de Bafoussam, c'est aussi le GESCOBIT. Le groupe scolaire maternel et primaire bilingue Wao Tama. Le GESCOBIT, c'est de la prématernelle au cours moyenne deuxième année et de pré-nursery à classe 6. Le Copobit et le GESCOBIT sont logés à Bafoussam, derrière l'antenne télé au quartier Banengo. Le groupe scolaire Wao Tama de Bafoussam pour la formation complète de l'homme intégral. Voilà, merci Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin et déjà bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission 10 de Zénith. Rappelez-vous Sam, il y avait cela bien sûr le temps que vous puissiez apparaître à l'écran, je dois rappeler que les images que nous avons pu avoir déjà de ce collège, de ce complexe sont assez impressionnantes. Hein. Ah ben oui. Vous nous le confirmez. Ah ben je le confirme. Vous savez très bien que le concept Salaka ne fait pas dans la dentelle. Nous ne communiquons pas pour n'importe qui et pour n'importe quoi. Voilà pourquoi ce matin, je viens donc confirmer ce qui a été annoncé sur ces antennes il y a de cela quelques semaines, que nous devions parler de ce complexe. Et bel et bien, c'est donc effectif ce matin. Alors, chers parents, du côté bien sûr de Bafoussam, de Bamenda, de Nkonsamba, de tout le Cameroun, vous recherchez bien sûr un établissement de qualité, vous recherchez un établissement où l'enseignement, l'éducation, le matériel est de pointe. Voilà donc un véritable bijou en plein cœur de Bafoussam, derrière l'antenne télé. C'est bel et bien le complexe scolaire Wao Tama qui a bien entendu à son sang l'un des meilleurs collèges de la région de l'Ouest et du Cameroun, à savoir le Copobit, et bien entendu l'une des meilleures écoles primaires, à savoir le GESCOBIT. Et ce matin, nous sommes donc là pour présenter ces deux structures scolaires qui permettront bien entendu à tous les élèves d'avoir une année scolaire en couleur. Vous commencez par le collège polytechnique bilingue. Alors je rappelle que le collège polytechnique bilingue, en abrégé de Copobit, est un établissement d'enseignement général et technique. Parlant bien sûr de l'enseignement général du Copobit, c'est bien sûr de la 6e en terminale, de la section anglophone à la section francophone. Donc nos amis de Bamenda, de Bouéa, de Tiko, de Limbe, de Moutenguene et bien sûr de Yaoundé qui recherchent un établissement typiquement bilingue à l'ouest Cameroun. C'est donc l'occasion plus que jamais de vous rendre de ce côté-là, car les inscriptions ont commencé depuis le 15 juillet 2017 et se poursuivent juste bien entendu tous les jours. À côté bien sûr de l'enseignement général, on a bien entendu l'enseignement technique et industriel, toujours au Copobit. C'est bien entendu en anglais et en français pour dire tout simplement. La section francophone et anglophone sont également représentées du côté donc de l'enseignement technique industriel au Copobit. Et quand on parle bien sûr de nos différentes filières dans l'enseignement technique industriel, on va tout simplement rappeler à tous les parents, à tous les élèves qui veulent devenir des véritables grands mécaniciens automobiles, qui veulent faire dans le génie civil, qui veulent faire dans l'industrie d'habillement, ou alors qui veulent bien entendu faire dans les autres filières industrielles. C'est donc l'occasion plus que jamais d'aller donc vous renseigner du côté du Copobit pour avoir plus d'ample d'informations. On va également rappeler que ce collège aujourd'hui fait partir de l'un des meilleurs collèges du côté bien sûr de Bafoussam, ce qui a valu à cet établissement la confiance du ministère de l'enseignement secondaire et ce qui permet au Copobit d'être depuis plusieurs années le centre d'examen de l'office du baccalauréat et du GCE Board. Voilà, parce que pour être bien sûr un centre d'examen, il faut répondre à tous les critères, les salles de classe, les ateliers, la qualité de l'intérieur des enseignants. Donc, chers parents, plus besoin d'aller inscrire vos enfants ailleurs.
aujourd'hui à l'Ouest. Je rappelle que les inscriptions ont commencé depuis le 15 juillet au Copobit et se poursuivent tous les jours ouvrables de lundi à samedi. Alors, quelle est l'innovation cette année pour la rentrée scolaire? Alors, voilà, avant bien sûr de parler de l'innovation, je vais donc m'attarder un tout petit peu sur les avantages de ce collège. On peut d'ailleurs, c'est-à-dire apercevoir l'une des grandes valeurs ajoutées, ces véritables bâtiments flambant neufs. Parce que chaque année, le fondateur innove et rénove les bâtiments. Et pour cette année encore, on a apporté de la grande rénovation sur tous nos bâtiments, c'est-à-dire les salles de cours qui sont entièrement modernes, des ateliers équipés et bien entendu des cars de transport pour assurer le transport des élèves et des enseignants. Et bien entendu, un autre avantage, c'est bien entendu que tous les élèves du Copobit et du GESCOBIT sont assurés. Ça, c'est une grande première de ce côté-là. Donc, tous les élèves sont assurés. Alors, à présent, parlant donc de la grande innovation qui se présente aujourd'hui du côté du Copobit, il faut rappeler à tous les parents qui vont nous contacter, qui vont se rendre au Copobit, vous aurez droit à un avantage exceptionnel, à savoir une partie de votre scolarité est supportée par une ONG, à savoir bien entendu l'ONG, c'est-à-dire Césalbon, qui supporte une partie de la scolarité de tous les élèves du Copobit. Je dis bien pour cette année scolaire 2017-2018, vous avez donc cette grande ONG reconnue. Voilà. On a une minute avec vous parce qu'on vous demande d'aller vite, vous répétez vraiment. Allez-y maintenant pour les 1 minute. Parler du GESCOBIT. Alors, voilà. un petit mot sur le GESCOBIT. Voilà. C'est tout simplement, c'est-à-dire l'école primaire qui a son sein, l'enseignement, c'est-à-dire l'école primaire maternelle bilingue, de la maternelle au primaire, entièrement bilingue. Voilà donc pour ce qui est du GESCOBIT. Et je vais conclure cette communication de ce matin tout en rappelant, bien entendu, excusez-moi de la répétition, c'est très important, pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, inscrire vos enfants dans un collège, c'est bien, mais inscrire vos enfants au Copobit, c'est encore mieux. Non seulement la pension est abordable et cette ONG supporte une partie de la scolarité de tous les élèves du Copobit. Alors, chers parents, il ne vous reste plus qu'à vous rendre du côté, bien sûr, de Bafoussam. Vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, à Bamenda. N'hésitez surtout pas. Le Copobit vous accueille dans ses locaux flambant neufs situés à Bafoussam, derrière l'antenne télé. Alors rendez-vous de ce côté-là et offrez-vous le meilleur de l'enseignement et surtout le meilleur de l'éducation. Bien des choses à tous ces enseignants et surtout à son fondateur, M. Tama, du côté bien sûr de Bafoussam. Merci beaucoup. Donc on revoit le spot de cet établissement. Après de brillants résultats aux examens officiels de l'année dernière, le groupe scolaire Wawotama fait la volonté du peuple et innove. En plus de sa magnifique fanfare, vous aurez droit à un orchestre musical live complet. Le Copobit, c'est l'enseignement technique commercial, premier et second cycle, toute série. L'enseignement technique industriel, premier et second cycle, toute série. L'enseignement général bilingue, premier et second cycle, toute série. Et désormais, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'enseignement technique industriel et commercial anglophone. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam, c'est aussi le GESCOBIT. Le groupe scolaire maternel et primaire bilingue Wawotama. Le GESCOBIT, c'est de la prématernelle au cours moyenne 2e année et de pré-nursery à classe 6. Le Copobit et le GESCOBIT sont logés à Bafoussam, derrière l'antenne télé au quartier Banengo. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam pour la formation complète de l'homme intégral. Merci beaucoup. Donc, on prend les derniers messages avant de conclure ce programme avec vous, Megui. Voilà, Pascaline Yamen, depuis la page Facebook de notre émission. Ce n'est pas une obligation pour la femme de montrer son salaire à son mari. Par contre, je partage la suggestion qui préconise le dialogue, car aujourd'hui, la dictature pratiquée à l'époque par les hommes ne passe plus. Elle nous dit ensuite, Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Quel que soit ce que certaines personnes pensent, il est clair et indiscutable que l'organisation de la CAN de football dans un pays se suit toujours d'un développement. Voilà. On a vu dans le développement au Burkina Faso, au Mali, où la CAN était déroulée. Tout à fait, le Burkina s'est développé un peu, non? Avec la CAN. D'accord, on verra. Ghislain Kanga, la femme se doit d'aider son mari lorsque ça concerne toute la famille. C'est pas toujours à l'homme de tout faire dans une famille.
Voilà donc King et Théodore qui nous dit que il ne faut pas être colon parce que nos traditions, bien qu'étant source de vérité, peuvent également être une forme d'inertie. Il faut dire à quel niveau se trouve l'inertie, puisqu'on a toujours préconisé le dialogue, parce qu'ils ne comprennent pas, et que c'est la femme qui est la comptable matière des objets de la maison. À quel niveau on pense qu'on chosifie la femme, puisque notre tendance n'est pas d'accord. Même si elle est comptable matière, il faut que l'homme soit le principal. Même si j'ai les milliards. Ouais, c'est ça. Mais quand tu es chef de famille, assume tes responsabilités. Absolument. Pourquoi je dois payer la scolarité des enfants? Mais c'est toi qui garde tout l'argent de la maison. C'est la femme qui garde tout l'argent, tout le bien. Mais c'est l'homme qui dit quel monde idéal. C'est pour ça donc que même les polygamies réussissaient. Lorsqu'on était, et la femme n'était pas chosifiée plusieurs fois. Je sais ce que je peux dépenser sur mon salaire. Je sais ce qu'il peut dépenser à la maison. Si je suis même chien, je manque la ration si je veux. Je ne veux pas ton goût. Oui, mais pas que tu viennes m'imposer. Là, ça veut donc dire que l'acte de mariage doit être séparation des biens. Non, là, il faut que les choses soient sûres, que ce soit codifié comme le dit la loi. Quand tu es un homme qui vient vous engagez sur la séparation des biens, là, à ce moment, on sait que moi, je paye l'eau, vous payez l'électricité. Quand un homme vient imposer, il te dit que tu payes la scolarité de 2 enfants, il paye 2. Il veut parler. C'est ça le dialogue aussi. Voilà. Mais Guy, oui. J'en parle. Kemi Alain qui nous dit cette femme est tout simplement irresponsable et sponsorise sûrement les gigolos à l'extérieur. Non, ça c'est très méchant aussi, parce que c'est un procès d'intention qu'on fait à la Voilà, justement. Oui. Donc, on a cet autre message depuis la page Facebook. Mais voilà. Non, ça va. On a donc Alexia Steele qui nous dit qu'il faudrait que les couples préconisent le dialogue, voilà. Voilà, donc les couples doivent avoir des points communs pour être plus épanouis concernant la marche. Je crois qu'on l'a suffisamment dit, mais dit c'est le B.A.B.A, c'est ça qui guide, c'est le leitmotiv dans un couple, le dialogue. Tout à fait, le dialogue, parce que dans un couple, s'il n'y a pas de dialogue et la confiance, les deux conjoints devraient travailler à ce que l'un et l'autre se fassent confiance. Parce que quand il n'y a plus de confiance, c'est là où on a l'un qui cache son salaire, l'autre qui ne veut pas faire ci, l'autre qui ne veut pas faire ça. Et les bases sont foutues. Peut-être que ça dépend aussi du régime, je crois, de la déclaration. Revenez à la tradition, tout ça viendra de soi. Peu importe le régime, même dans la polygamie, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de dialogue. On va conclure tendance. Critiquer, monsieur, au nom de la liberté de critiquer, Sam Séverin Ango a la parole. Alors, on parle beaucoup d'élections et des politiques. Tout à l'heure, on avait l'image de Mugabe qui a déjà de la peine à se déplacer. Alors, en Angola, Eduardo dos Santos a fait une quarantaine d'années. Il y a les élections générales là-bas aujourd'hui, mais il ne va plus se présenter. Mais il a pris soin de choisir un des siens pour lui succéder à la tête de l'État avec leur parti, le MPLA. Donc, c'est comme ça en Afrique, on veut y rester ad vitam aeternam. Alors, quid des oppositions? Les oppositions en Afrique, pour qu'elles puissent renverser ces pouvoirs dictatoriaux, doivent nécessairement se regrouper. Pour le cas du Cameroun, avec un système électoral à un seul tour, vous pouvez devenir chef d'État même si vous gagnez l'élection à 25% pratiquement. Alors les 75%, s'ils ne peuvent pas se regrouper, tant pis pour eux. Et c'est ça le malheur du Cameroun aujourd'hui. On nous apprend qu'en 92, c'est bel et bien Fundi qui avait gagné, mais il n'a jamais pu accéder au trône. Et pourquoi? Parce que Bello Bouba, Ndam Joya et autres, et Kindi ont estimé que ce monsieur-là ne devait pas être le président du Cameroun. Donc, ce manque de solidarité dans la famille de l'opposition camerounaise se pose encore aujourd'hui. La question est celle-ci. Madame Kawala, monsieur Maurice Kamto et tous les autres, John Fundi, peuvent-ils à nouveau se regrouper, même si pour Fundi, il est déjà un has-been? C'est ça la problématique. Il est difficile de penser aujourd'hui que M. Biya et toute son équipe peuvent être vaincus si les opposants ne parlent pas d'une seule et même voix. Ça, c'est Albert Zongan qui le parle. Et malheureusement, on vient encore d'apprendre qu'il y a un autre petit chef qui vient de naître. L'Orange a basculé en parti politique. M. Hilaire Kamga est déjà aussi président de son petit parti politique. Ça veut dire qu'il a, lui également, l'ambition un jour, et il l'a dit, d'accéder à Itoudi. C'est bien dommage.